Et bonjour à tous et bienvenue dans ce 8e épisode de Y a-t-il un pilote dans le manga? C'est le podcast qui décrypte les premiers chapitres des mangas. Et oui, déjà 8 épisodes, le temps passe vite. Je suis Seb et pour m'accompagner dans cette émission, je suis toujours avec mon fidèle, mon, mon binôme, Val. Salut Val, comment tu vas? Salut Seb, ben, ça va nickel. En forme? La forme, comme d'hab, hein. Ouais, remis du record de Kaiju, qui était assez intense, on a J'ai beaucoup parlé. l'impression que c'était hier. Je suis Oui, encore, j'ai encore la gueule de bois là. mais il paraît que techniquement c'était assez rapproché quand même. Enfin bref. Aujourd'hui, on va attaquer un nouveau manga. Bon, vous l'avez forcément lu dans la description de l'épisode, mais on va garder un peu de suspense malgré tout. Mais aujourd'hui, on accueille une invitée. Oh, alléluia! Alléluia. Une femme pour parler manga. C'est pas toujours simple, mais c'est cool. On accueille Sego du podcast Ohio Podcast. Je sais pas si je l'ai bien dit. Salut Sego, comment tu vas? Bonjour les garçons, ça va très bien, je suis très contente d'être là. Mon podcast, effectivement, c'est bien Ohio, comme tu l'as dit, podcast aussi destiné à parler manga. Donc je suis très contente d'être votre invité aujourd'hui et de pouvoir parler de ce manga avec vous. Donc on peut te dire Ohio Nakamas. Exactement, Tu es une collègue, c'est ça que ça veut dire. tout J'ai à fait des fait. petites recherches quand même. Ohio, Pour les pas faire, Nakama, effectivement, les camarades, les collègues, ça marche aussi. Bon, je me permets de te poser une petite question parce que quand même, tu en parles volontairement dans ton podcast, parce que tu fais un lien avec Madame Royale, et je ne peux pas te poser la question que tous les gens attendent, c'est qu'est-ce que ça fait de porter le même prénom que la personne qui a arrêté le Club Dorothée? Eh ben écoute, c'est pas facile à porter, parce que du coup, chaque fois que j'annonce mon prénom à quelqu'un, j'ai le droit à cette vieille blague. Donc j'ai le droit à toutes les variantes possibles et Ah ouais. imaginables. Et en plus, pendant les élections, mon meilleur ami s'appelle Nicolas. Donc autant te dire que Nicolas et Ségolène, Oh à merde! l'époque, c'était Ah très oui. compliqué. Mais j'assume ce prénom parce qu'au moins, il est pas hyper courant. Et Bon, désolé de te refaire la même blague du pas coup, mais grave. je me disais il fallait que je la fasse. Pas Voilà, de souci, j'ai parce que l'habitude. en plus, c'est connecté. On est Oui, oui, connecté. On parle de manga, Club Dorothée, exactement. tout ça, c'est lié. Donc contrairement à elle, je Parce n'aurais pas arrêté le Club Dorothée si j'avais été à sa place. Voilà. Ah oui, je pense qu'il y en a plein qui regrettent le Club Dorothée, même si je suis retombé sur des vidéos, ça a quand même sacrément mal vieilli, hein. Il y a des trucs assez cringe quand même au niveau chronique. On n'y allait que pour le contenu, les émissions à côté, moi je sais que ça m'intéressait pas du tout, les blagues de Corbier et compagnie, j'étais pas ultra fan. Bah tiens, on va faire un petit peu connaissance quand même. Toi, c'est ton rapport au manga, qu'est-ce que... Alors mon rapport au Voilà, comment tu te manga. positionnes? Moi, j'ai commencé les mangas très tard, déjà, comme je l'avais expliqué dans un épisode de mon podcast. J'ai commencé peut-être il y a 2-3 ans avec Naruto. Donc, Naruto, ça a été ma première expérience manga qui a été une franche réussite et qui, du coup, encore Une à valeur ce sûre. jour, est mon manga préféré hors compétition. J'avais évidemment vu et lu Dragon Ball en étant plus jeune et j'aime beaucoup Dragon Ball. Et d'ailleurs, je vais avoir bientôt un épisode dédié à Vegeta, qui est un de mes personnages préférés. Et voilà, et depuis Naruto, en fait, j'ai eu une espèce de frénésie manga où j'ai commencé à essayer de rattraper tout le retard que j'avais là-dessus, donc notamment sur les œuvres les plus connues. Mais Naruto reste à ce jour quand même mon œuvre préférée, indétrônable. Et Même la fin? Même la fin? Non, pas la fin. Alors la fin, je l'ai D'accord. trouvée pourrie. Non, on est d'accord. Mais je trouve que dans son ensemble, globalement, l'œuvre est quand même vachement réussie, à part cette fin qui est peut-être un peu en trop. Mais sinon, ça reste un de mes mangas préférés. Mon deuxième manga préféré, c'est Death Note, pour le coup, que je trouve Ouais. exceptionnel, aussi bien par l'histoire que Même par la les... fin? Écoute, même la fin. Franchement, alors, évidemment, elle, pour moi, c'était le perso le plus charismatique, donc sans spoiler personne, j'étais un peu déçue à certains moments. Ouais, Mais je je pense trouve que que tout le monde connaît la oui, fin, hein. Ouais, oui. Tout le monde connaît la chute la concernant chute. ce personnage. Ouais. Mais je trouve que c'est une... Et là, en ce moment, il y a Platinum End, je pense que vous êtes au courant de cette sortie, qui est... Alors moi, j'ai tout lu et j'ai adoré, et je trouve que c'est un manga qui est beaucoup trop sous-coté. Et je pense que l'animé va lui redonner des lettres de noblesse et qui va le remettre au devant de la scène, parce que vraiment, c'est exceptionnel. D'ailleurs, je tenais à dire que ton épisode sur Platinum Man m'a chauffé parce que moi, je n'avais pas entendu parler. Et Ah, bah, je suis ravie. j'ai écouté ton épisode sur Platinum Man. Donc, du coup, les gens qui nous écoutent, allez écouter ça, c'est très cool. Et ça m'a grave chauffé pour le lire. Et du coup, là, c'est dans les cartons. Là, ça Ah va. bah, super. Je vais lire ça très vite parce que ça a l'air grave stylé. Ça m'a grave emballé, quoi. Donc, Et l'animé est magnifique. Alors, je sais que je crois que c'est Seb qui regarde pas les animés, si je dis pas de bêtises.
Mais pourtant, c'est vraiment, déjà les dessins étaient exceptionnels parce que c'est le duo Obata-Oba, donc les auteurs de Death Note. Donc c'est très beau et l'animation, vraiment, ils ont fait un travail exceptionnel. C'est hyper beau. C'est très, très, Moi, très j'avais déjà réussi. trouvé l'animé de Death Note, je l'avais trouvé déjà hyper quali, Ouais. mais je suis pas un énorme consommateur d'animation. Voilà, je suis plus papier, puis sur le côté visuel, j'ai plutôt une tendance à aller vers les films ou les séries télé, et Ouais. je laisse assez peu de temps pour les animations. Pourtant, Parce c'est que un je préfère truc lire les court, hein, mangas. parce que c'est comme Death Note, c'est Oui, 12 oui. tomes, je crois. Et je crois qu'ils vont faire ça en 24 épisodes, donc ça sera vraiment pas... Non, c'est 13 tomes, et ils vont faire ça en une saison, donc ça va aller assez vite, je pense. Non, mais écoute, j'ai jeté un œil aussi, parce que tu m'as aussi pas mal hypé sur le truc, et Bah, j'avais tant mieux. beaucoup aimé, moi, ce qu'ils ont fait, parce que je suis un gros fan de Death Note, comme je l'ai dit, un peu moins on va dire plutôt de la deuxième partie, oui, même si ouais. la fin est bien, mais c'est plutôt la deuxième partie qui, pour moi, est en trop. Ils auraient pu conclure la série autrement. J'ai adoré Bakuman, parce que je trouve que c'est peut-être le deuxième manga qui aborde vraiment les coulisses, en fait, du manga. Parce que je crois qu'il me semble que Urasawa, pour le coup, s'y était aussi collé avec, je crois que Billy Bat, je crois que c'est le thème de Billy Bat, il me semble. J'ai un doute, mais il traite aussi ça. Mais tu vois, ça peut être un sujet un jour qu'on pourrait débattre. Moi, je pense qu'il y a quand même pas mal de mangaka qui ont un high concept hyper cool sur le papier et qui ont toujours un peu de mal à conclure. Et c'est souvent un écueil, je trouve, pour beaucoup de mangaka d'arriver à conclure l'œuvre et de savoir s'arrêter. Bah, Surtout typiquement, ça. l'Attaque des Et je Titans, pense que qui a fait une polémique avec sa fin, qui a été réécrite. je la connais pas. Ah, vous l'avez pas lu? Ah, moi, J'ai pas terminé, je suis en cours. Moi, j'ai terminé, j'ai kiffé. La fin? Ouais. Ouais, bah, moi aussi. Mais bon, moi, elle a ça quand me même va. fait un peu polémique, quoi. C'était Ouais, très, forcément, on est jamais. C'est un peu la on n'est tendance. jamais content. On n'est jamais content, quoi. C'est un peu le phénomène série télé. Phénomène Hein. manga, On attend ouais, tous une phénomène. énorme fin et qui s'applique aussi au manga. Et clairement, on attend tous autre chose. Et puis des fois, on est souvent déçus. Mais je trouve que c'est toujours lié à cette industrie du manga qui fait que ils ont tous une pression en fait de sortir des tomes, parce que ça cartonne. Et on veut prolonger le succès. Et bah, des fois, c'est plus aussi qualitatif. Tu parlais de Dragon Ball. Dragon Ball est un super exemple que le manga aurait dû s'arrêter À Dragon Ball Z. bien avant. En fait, je pense que il aurait dû normalement s'arrêter à la fin du combat contre Piccolo. Et l'arc Saiyan, en fait, est un truc rajouté, demandé à ce que, en tout cas, il aille un peu plus loin dans les démarches du combattant. Et à chaque fois, si tu veux, toutes les phases, en fait, sont des demandes de rajout. Et quand tu regardes un peu comment est découpé le manga, parce que Dragon Ball Z, c'est l'appellation animée, le manga s'appelle Dragon Ball dans sa globalité. Mais au niveau des arcs, en fait, plus tu vois, plus la longueur des tomes se réduit. C'est affolant. Moi, je n'avais pas ce souvenir-là de voir que l'arc Boo pesait moins de 10 tomes. Ah oui, d'accord. Là où l'arc Freezer, qui a un énorme arc avec les Namek et compagnie, fait plus de 20 tomes. C'est un peu moins de 20 tomes. Inégal, Ouais, mais on sent qu'il en avait plein le dos, pour rester poli, et qu'il s'était un peu forcé par le succès du manga qui était énorme. Bon, qu'il est toujours d'ailleurs aujourd'hui. Bon, on y va les gars, on va se lancer. Enfin les gars, les filles, c'est bizarre, excuse-moi, c'est go. Pas de problème. Je rappelle rapidement le concept, c'est aussi ton premier épisode que t'es avec nous. Le principe c'est quoi? C'est qu'on regarde ensemble en fait le premier chapitre d'un manga. Le but c'est de réagir un peu à chaud sur ce qu'on voit, pour ensuite pouvoir décrypter, parler un peu dessus. C'est un prétexte aussi pour parler de l'œuvre en général, de son auteur. Et donc on commence toujours par présenter l'œuvre, voir qui l'a écrit, le pitch. On regarde le premier chapitre et ensuite on termine sur une troisième partie où on décrypte l'œuvre et on rentre un petit peu plus dans le détail sur ce qu'on a pu, sur nos ressentis et sur ce qu'on en a pensé. Aujourd'hui, on se lance sur un gros succès de librairie qui est donc Chainsaw Man. Du coup, Chainsaw Man, c'est un manga de Tatsuki Fujimoto, auteur entre autres de Fire Punch, dont on a déjà parlé dans le podcast, il me semble, dans les premiers épisodes. Ouais, avec Martin. Avec Martin, c'est ça. C'était la recommandation de Martin sur l'épisode sur Doro et Doro. Doro et Doro, ouais, exactement. Chez les mêmes éditeurs qui sont casés. C'est un shonen action, dark fantasy, je dirais même, il y a un peu de post-apo, un peu bizarre. Il y a une ambiance un peu chelou, quoi. Dans un peu horrifique aussi, hein, on peut le dire. Un peu horrifique aussi, ouais, clairement. C'est dark, ça c'est clair et net, shonen. C'est prépublié dans le Weekly Shonen Jump
quand c'est sorti au Japon, ce qui est assez étonnant vu le style, hein, je crois que ça a beaucoup fait parler. Et c'est complet en 11 tomes. Qui sont tous édités chez Kazé, comme j'ai dit. Le 11e tome vient de sortir, donc début novembre. Il y a un animé qui est en cours de production chez les studios MAPPA qu'on aime, qu'on On les adore. présente plus. Ouais, exactement. Le très grand studio qui a énormément de boulot. Je sais pas comment ils font, mais ils s'en sortent. Puisqu'ils vont sortir très bientôt, au début d'année prochaine, la dernière saison de l'Attaque des Titans. Et donc, bon, moi, je vous fais le pitch. Hein. Allez, vas-y. Chainsaw Man, c'est l'histoire de Denji, un jeune garçon travaillant pour la mafia en tant que Devil Hunter. C'est surtout un jeune garçon qui croule sous les dettes notamment héritées de son père mort. Et donc, pour rembourser ses dettes, il chasse des démons en compagnie de son chien démon tronçonneuse acolyte qu'il nomme Pochita. Et puis, donc, un événement va venir perturber son quotidien un peu pourri de ratés et de rebut de la société. Donc voilà, globalement c'est un peu ça le pitch. Peut-être définir ce que c'est un Devil Hunter pour donner un peu de contenu additionnel à ce pitch. Un Devil Hunter, c'est un chasseur de démons en fait, chargé de tuer les démons qui apparaissent sur Terre, donc là où ça se passe au Japon. Et forcément il y a un business autour de cette chasse-là, puisque ces démons-là sont primés, entre guillemets, et donc quand on les tue, on gagne de l'argent. Voilà. Je pense que c'est assez complet, non? Oui, oui, très bien. Ouais, ça te convient? Tu valides? Oui, Sego je valide. C'est bon, d'accord. Bon. Eh bien, écoutez, on passe au pas à pas. Alors, le pas à pas, c'est donc le premier chapitre est appelé sobrement Chien et tronçonneuse. Je pense qu'on ne peut pas faire plus clair, hein. On va parler de chien et de tronçonneuse, hein. C'est un peu la thématique du premier chapitre. On peut commencer déjà par, là c'est quelque chose qu'on a commencé à faire un peu plus de manière régulière, c'est de parler de la couverture, parce que c'est vrai que c'est toujours mieux de parler de la couverture. Couverture, donc on y voit, alors on n'est pas censé savoir qui est ce personnage mystérieux qu'on voit dans la couverture quand on prend le manga, mais on voit un personnage, un homme tronçonneuse, hein, avec une tête de démon, avec une tronçonneuse qui lui sort de la tête, des bras en tronçonneuse, et qui est en train de déchiqueter tout ce qui passe, et il est en train de marcher en même temps sur les personnes. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la couverture? Tiens, on va commencer par Sego. Qu'est-ce que tu en penses de cette couverture? Bah écoute, moi j'ai trouvé ça sympa parce que je trouve que c'était des couleurs qui étaient vachement flashy pour un manga qui est quand même censé être un peu sombre, un peu glauque. Donc je trouve que le contraste entre le côté c'est une scène qui est un petit peu horrible et le côté vachement coloré, j'ai trouvé que c'était assez sympa. Enfin, l'idée était pas mal. Après, c'est vrai que moi le premier truc que je me suis dit, c'est waouh, ce genre de manga-là, ça a été publié dans le Weekly Shonen, parce que pour moi, c'est vraiment pas adressé à des enfants, puisque rappelons que le shonen, c'est quand même censé être des jeunes garçons. Donc, de moins de 15 ans, normalement, je crois que c'était comme ça. Je crois que c'est 8-16 ouais. ans, ou un truc comme ça. Mais je trouve que c'était assez agressif comme couverture, et effectivement, alors, moi j'ai été un peu spoilée, parce que je savais de quoi parlait l'histoire avant de commencer à lire le manga, donc je me doutais que c'était le personnage principal. Mais j'ai trouvé l'idée, le concept couleur flashy et scène d'horreur assez sympa. Voilà. Tiens, juste pour rebondir avant que je te laisse la parole, Val, il y a une petite annotation sur la couverture qui donne un petit peu la tendance. Ça s'appelle Kazé Shonen Up. Oui. Et tu vois, je pense c'est un truc qui est revenu assez souvent dans ces derniers épisodes, notamment quand on a commencé à parler de The Promised Neverland, où on a cette nouvelle génération d'auteurs et surtout de shonen qui commence à lorgner un peu plus vers le seinen et qui commence à être un peu des formats un peu hybrides. Et je pense que Chainsaw Man n'en échappe pas à la règle. Oui. Et dans la mutation du Weekly Shonen Jump, je pense qu'il commence à intégrer de plus en plus de récits un peu plus noirs et avec un peu plus de choses adultes, on va dire. Effectivement. Val? Ouais, moi j'ai beaucoup aimé cette couverture. Bah, de toute façon, déjà on avait beaucoup entendu parler de Chainsaw Man parce qu'on savait qu'au Japon ça avait fait pas mal de bruit. Et c'est vrai que la couverture, elle est, comme elle a dit Sego, c'est hyper flashy et ça tape à l'œil. Et je pense que tous les gens qui sont rentrés dans une librairie pour acheter du manga, ils sont passés devant Chainsaw Man et ça leur a pété aux yeux.
Donc non, très cool la couverture, ça donne envie de s'y plonger, surtout avec tout l'engouement qu'il y a eu autour de l'œuvre et puis l'engouement qu'il y a autour aussi de l'anime qui va arriver, puisqu'on a eu un beau trailer qui est sorti lorsque Mappa a fait leur sortie annuelle. Du coup, je pense que c'est un peu un tout, quoi. Mais très très cool, ouais. Puis ça donne un peu les tons, quoi, sur à quoi va ressembler le personnage en couleur. Donc je trouve ça stylé. Voilà. On va noter qu'il n'y a pas de sang, que le sang est vert. Hein, je pense que ça serait rouge. C'est pas la même. Ouais, ça serait pas la même chose. Je pense qu'on serait beaucoup plus dans du gore et là, ça poserait problème. Là, ils l'ont mis en vert. Ils sont intelligents. Bravo. Alors, est-ce que c'est le sang du démon qui est vert, ou alors est-ce que c'est la censure qu'on avait à l'époque dans les jeux vidéo qui faisait que tu pouvais passer le sang en vert pour que ça fasse moins penser au vrai sang? La question reste entière. C'est possible. Bonne question. Bien vu. Bonne question. Je vous rejoins assez complètement sur cette affiche, ça donne un peu le ton. On voit clairement qu'on a affaire à un high concept. Hein. C'est un gros délire. Hein. Le personnage principal qui a les tronçonneuses dans les mains et elle dans la tête, on se dit, waouh, qu'est-ce qu'ils vont faire de ce truc-là, quoi. Donc on sent qu'il y a un côté aussi, je me prends pas la tête, je me prends pas au sérieux. Et ce qui peut être intéressant, vu que tu parlais de l'animé, et je rajouterais juste ça en complément, c'est que je pense que vraiment, on va avoir l'animé va vraiment dénoter avec l'univers du manga, parce que le manga, c'est un manga est en noir et blanc par définition, il y a très peu de pages couleurs en général, par rapport à l'ensemble de l'œuvre, et donc on n'arrive pas trop à savoir le ton que peut donner des fois le manga, et je pense que l'animé va être, à mon avis, très bariolé au niveau couleur, et c'est vrai que l'extrait de l'animé qu'on a pu voir, donne ce ton-là où on sent que ça va être assez barré quand même. Un peu déjanté, un peu. Oui, il y a un côté très gentil. Ouais, à mon avis, je pense qu'il y a beaucoup de second degré et je pense qu'il faut appréhender ce manga-là, on va le dire tout de suite. Hein. Faut pas trop le prendre au premier degré parce que je pense que il y a beaucoup de choses un peu what the fuck. On se dit ok, ah ouais, d'accord, bon, ok, bon, ta gueule, c'est magique. c'est un peu le principe, mais bref. Allez, on rentre dans le vif du sujet. On démarre donc le manga sur on arrive dans une scène d'attente avec Pochita et Denji qui sont en train d'attendre le bon moment pour aller dessouder une proie potentielle. Et donc là, c'est vraiment la première rencontre avec les deux personnages, qui est une scène assez expédiée. Hein. On sent qu'il a l'air de maîtriser son sujet. Et il dessoude un démon dans le but d'aller récupérer un peu de sous. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette première scène d'introduction? On va alterner, Val, si tu veux commencer. Écoute, je l'ai trouvé assez cool, puisque là, on comprend que le personnage il est dans la merde, hein, clairement. 38 millions de yens à rembourser et il bosse pour rembourser ça. Il fait les comptes en fait. Donc on comprend que il est dans la merde et puis il se retrouve à aller fracasser un démon pour justement faire des sous qui va lui rapporter au moins 300 000 yens comme il dit. Donc bon, sur les 38 millions, c'est pas énorme, mais c'est quand même pas mal, je pense. Et 38 millions de yens, ça fait 316 000 euros, hein, pour info, pour ceux qui se posent la question. C'est indiqué dans le manga. C'est pas mal. Ça fait une belle somme. Hein. Ouais, c'est un bel appartement de 20 mètres carrés à Paris. Oula, ouais. 10 mètres carrés. 10 mètres. Un placard. C'est un placard. Là, c'est pas mal. Moi, j'avais un petit truc qui m'a sauté aux yeux et je pense que ça peut faire le lien avec ce qu'on disait sur le Weekly Shonen Jump et les enfants et tout ça. Moi, le démon tomate qu'il tue, il me fait énormément penser, ça me parlait à moi, je sais pas si ça vous parlait à vous, mais il me fait énormément penser à Fortnite. Parce que moi, j'ai pas joué, donc... Alors je vais vous expliquer, dans Fortnite il y a un endroit, les gens qui nous écoutent, qui ont joué, ils vont très certainement s'en souvenir. Il y a une ville qui s'appelle Tomato Town et où il y a une espèce d'énorme tomate au-dessus d'un restaurant avec une tête, un visage quoi. Et je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça quand j'ai vu et je me suis dit que l'auteur a peut-être dû faire le lien pour peut-être la génération Fortnite qui lit pas mal de mangas hein, donc il y a peut-être cette référence là, je sais pas, mais en tout cas ça m'a fait penser à ça quand je l'ai vu, voilà. Petit côté fanservice quoi. Ouais, peut-être c'est un peu du fanservice ou pas du tout hein, mais moi je me suis dit il aurait pu mettre autre chose qu'une tomate. Je te fais confiance là-dessus, moi je suis pas joueur de Fortnite, ouais, moi non plus, je bois tes paroles.
effectivement. Moi non plus, mais j'y ai joué, donc voilà. Sego, cette petite scène d'introduction. Bah écoute, moi je l'ai trouvé pas mal, ça m'a fait rire. Alors effectivement, comme l'a dit Val, on comprend vite que le gars il est vraiment en galère parce qu'il explique qu'il a vendu un œil, qu'il a vendu, comme il dit, il a fourgué une couille, enfin que vraiment il est au bout de sa vie et qu'il sait plus quoi faire pour gagner de l'argent. On voit le petit chien, alors chien tronçonneuse Pochita. Donc moi forcément ça me parle puisque j'ai un chien, donc je comprends le rapport qu'il peut avoir avec Pochita. Et puis voilà, je trouve que c'est une bonne entrée en matière. On se dit, bon, bah, ok, on va voir ce qui va lui arriver à celui-là, mais à mon avis, il est en galère. Voilà. Ouais, puis là, clairement, on est sur les 2 premières pages. Hein, donc ça pose assez rapidement les bases du récit. On enchaîne tout de suite, en fait, derrière avec la partie mafia, avec le lien à la mafia. C'est pourquoi est-ce qu'il doit de l'argent. Tu l'as expliqué tout à l'heure, Val, dans ton pitch, c'est que son père a contracté des dettes. On apprend qu'il s'est même suicidé pour ça, parce qu'il croulait sous des dettes et il savait plus quoi faire. Et il est devenu un peu un homme de main pour la mafia, pour justement rembourser ses dettes. Et on se rend compte que sur la prime qu'il obtient, il lui reste pas grand-chose à la fin du mois. Et on voit que la relation elle est quand même assez malsaine, même si le mec paraît sympathique comme ça, le mec de la mafia, on a l'impression qu'il a l'air un peu compréhensif de sa situation. Mais ça a l'air d'être quand même une belle bande de raclures, puisque il est même prêt, Denji, à bouffer un mégot de clope pour pouvoir récupérer un peu de thunes. Donc là, ça nous met bien dans le contexte. Effectivement. Mais c'est vrai que le mec de la mafia, il fait un peu louche. Enfin, tu te doutes que le gars, a priori, il est gentil, mais il est pas trop gentil, quoi. Que par la suite, il y aura sûrement des petits problèmes avec ce mec-là. En plus, ce qui est assez marrant, c'est que c'est un effet de style du dessin. C'est qu'il y a toujours un jeu d'ombre et de lumière avec la paire de lunettes. On voit jamais les yeux, en fait, quand il y a la paire de lunettes. Donc c'est là que ça s'entend, où on voit pas trop son regard, s'il est sincère, s'il est vraiment bienveillant. Et ça, c'est un effet qui revient souvent dans les mangas. Hein. On joue avec les lunettes pour nous faire peut-être passer un mec gentil, puis en fait, dès qu'il est à la lumière, il a une tête de gros connard, excusez-moi, ou de gros sadique, genre Kabuto dans Naruto, quoi. Par exemple. Pire connard de tout Naruto, on est tous d'accord là-dessus. Oui, tout à fait. Voilà, non, mais effectivement. Mais je trouve qu'il y a un ton un peu chelou. On comprend qu'en fait, Denji il se fait traiter mais comme de la merde. Mais vraiment, et peut-être c'est le larbin. Et c'est très certainement quand on lit Chien et tronçonneuse, et on comprendra pourquoi le chapitre il s'appelle Chien et tronçonneuse jusqu'au bout, quoi. Parce qu'en fait, Denji c'est un clébard lui-même, quand on l'appelle le clébard. Son père, le mafieux là, le mafioso, il lui dit, il l'appelle, je crois, son clébard de père, ou un truc comme ça. En gros. Il y a un vrai traitement de l'humain particulier, et c'est pour ça que c'est quand même hyper étrange que ça soit dans le Weekly Shonen Jump, parce que c'est hyper dur. Franchement, on n'est pas habitué je pense qu'on trouve ça un peu choquant que des enfants voient ce penchant-là de l'humanité, entre guillemets. Mais très très particulier la manière dont Denji est traité par les mafieux, et sans qu'ils réagissent, surtout. C'est peut-être même ça le plus original dans le scénario, enfin dans cette scène-là, parce qu'on est habitué à ce qu'un mec des shonen il ouvre un peu plus sa bouche, quoi, le personnage principal qui se laisse pas faire, etc. Et puis là en fait c'est tout l'inverse, quoi. Il se laisse faire parce que il a besoin d'oseille, il a besoin de rond, et qu'il a la solde de ses créditeurs. Voilà. Et puis tu sens que c'est un peu un gamin aussi, qu'il est un peu perché, dans le sens, il se contente de pas grand-chose, il parle à un moment de sa tranche de pain de mie avec Pochita. Enfin, tu sens que le gars, il a des priorités qui sont quand même... Il est pas en train de se dire comment est-ce que je vais faire pour trouver l'idée révolutionnaire pour m'en sortir. Il exécute un peu facilement ce qu'on lui demande, parce que comme tu disais, il a pas trop le choix, quoi. Son goal ultime, quand même, c'est de faire un petit déjeuner, quoi. Son rêve, c'est de faire un petit déj. À partir de là, c'est un achievement un peu bizarre pour du shonen, mais c'est assez original sur cet angle-là. Après, on bascule assez rapidement dans c'est assez classique, hein, faut le dire ce qui est. Hein. On bascule sur une scène de flashback pour approfondir sur le personnage et sur la rencontre et le lien qui unit Denji et Pochita. Et on a aussi en même temps dans ce flashback, on a pas mal d'infos sur justement le poids de la dette et le poids de l'héritage qu'il a reçu de son père. Alors c'est pas clairement dit, mais il y a cette histoire un peu aussi, on revient, ce qui fait le shonen, c'est aussi la notion de promesse.
C'est quelque part un peu une promesse, bon, pas forcément assumée, hein, il l'a subi plus qu'autre chose, mais il a quand même quelque chose pour un peu rendre honneur à son père. Ouais, et puis non, si moi ce que je peux rajouter, c'est que ce flashback il nous sert surtout à introduire le fait que un peu les pouvoirs entre guillemets des démons et ce qu'ils sont capables de faire, puisque il lui dit vas-y Pochita, mords-moi, bois du sang. Il paraît que si tu bois du sang d'humain, tu te régénères. Donc ça introduit un petit peu cette dimension-là des démons. Puisque en fait on l'a juste vu découper un démon, mais ça va prendre un peu plus de place forcément, vu que c'est son travail, c'est de tuer du démon, et que Pochita en est un. Et donc on comprend un peu, il nous explique un petit peu le fonctionnement d'un démon, ce sera expliqué encore un peu plus tard, mais ça nous sert surtout à ça et à comprendre la détresse dans laquelle vit Denji, qui est pour lui sa normalité en fait. Oui, effectivement, je trouve qu'il y a aussi un côté où cette partie-là, elle est importante parce qu'elle va nous expliquer un peu l'attachement qu'il va avoir à Pochita par la suite. Parce qu'effectivement, à la base, Pochita, c'est un démon, donc Denji, il est complètement désespéré et il lui dit, bah vas-y, tue-moi, de toute façon, au point où j'en suis, j'ai plus rien à perdre. Et puis, il a quand même ce côté où on voit que c'est quand même un gentil garçon, façon de parler, parce qu'il se rend compte que Pochita est blessé, et du coup, plutôt que de le laisser crever dans son coin et de se dire, bon, bah c'est un démon, de toute façon, il mérite de mourir, et ben il va avoir ce côté un petit peu attentionné, un peu attentif, où il va se dire, bah tiens, mords-moi pour pouvoir te régénérer, et ce qui fera que par la suite, ça va créer un lien entre les deux qui est quand même qui est assez mignon, mine de rien. Bah, le personnage principal, Denji, a quand même une estime, c'est clair, une estime de lui-même quand même très très basse, hein, au ras des pâquerettes, hein, au ras du sol même. Et c'est vrai que ce lien avec Pochita, c'est ce qui lui donne, on voit qu'il a une part d'humanité quand même qui est quand même assez forte pour un démon, ce qui normalement pas est censé être le cas, quoi. Et qui sûrement le fait tenir aussi, parce que forcément il a un petit compagnon avec lui, et il n'est pas complètement tout seul, même si c'est un chien tronçonneuse. Mais au final, ça lui apporte du réconfort quand même, quoi. Est-ce qu'on pourrait dire, une question, est-ce qu'on pourrait dire que Denji est un peu le punk à chien moderne du manga? Un peu. Alors après, son chien, c'est pas le chien le plus... Enfin, quoi que si, c'est un chien tronçonneuse, donc on peut dire qu'il est quand même punk. Mais il est plutôt mignon, Ouais, un peu punk. malgré tout, je trouve. Ouais, il a un côté malgré assez kawaii. Mais oui, non, vraiment. Assez kawaii. Il me fait penser à Non, moi. je faisais un peu la groupie qui crie kawaii. Alors d'ailleurs, c'est quoi la race de ton chien d'ailleurs? C'est Tiens, un Carlin, rigolo. le chien dans Men in Black, le chien qui parle. Oui. Ah, c'est un Donc peu un Pochita. il y a un- Mais c'est un Pochita. Il y a un peu un oui, Pochita, ouais. complètement. C'est pour ça que moi, cet épisode m'a ému, notamment sur la relation Pochita-Denji. C'est la partie que j'ai le plus appréciée pour le coup. Donc t'es cliente de tous les films avec des chiens. Tout à fait. Voilà, Les petits ouais, gifs, bah, forcément. les petites vidéos de chiens, j'adore. Voilà. C'est ça. On pensera à toi si un jour on traite un manga avec un chien en personnage Exactement. principal. Avec plaisir. Pas de souci. Mais d'ailleurs, dans Naruto, c'est Kakashi qui a son chien, là, comment il s'appelle? Pakun. Bah, c'est un Pakun. Carlin, justement. Ah, il n'y en a pas qu'un. Ah, Non, bah, il le en a pas qu'un. principal. Il a l'escouade. Pakun, Oui. Pakun, c'est un Carlin. Oui. Ouais, c'est Donc, vrai. et c'est le plus fort en plus. C'est mignon les Il y a carlins. des Carlins partout. Bon, c'est très sympa comme chien. Oui. On reprend le cours. On a une scène qui est d'une violence extrême, puisque j'anticipe un peu ce qui va se passer, mais on a Denji qui se voit confier, entre guillemets, sa dernière mission, parce que clairement, elle va avoir une issue assez funeste, faut le dire. Il va tomber dans un piège de la mafia où en fait son corps va être vendu en fait va être donné à un maître démon, une sorte de gros démon principal, et il va se faire complètement dessouder, découper, et il va plus rien en rester, et ça va se clôturer d'ailleurs sur une scène où il va finir à l'image qui renvoie en tout cas à tous ces gens, comme à sa place, entre guillemets, dans les ordures. Il va finir dans la poubelle en plusieurs morceaux. Bon, ça a été pour moi, en tout cas, une scène, je trouve, assez choquante, parce que je m'attendais pas du tout à ce qu'il se fasse déglinguer comme ça. Et vraiment assez fort, je trouve, en termes de visuel. De visuel, ouais. Eh ben, Plutôt d'accord. Et c'est vrai que pour le coup, on voit vraiment les détails des bras, des jambes, de tout le monde est découpé, quoi. Il n'y a pas de censure. On rappelle que c'est un shonen. Il y a zéro censure, où on a vraiment tous ses mains, ses pieds, un bout de Pochita, un bout de sa tête. Enfin, c'est vraiment... Effectivement, c'est assez violent, je trouve. Dans une boîte, en plus.
Moi, je voudrais rajouter quelque chose. J'ai pas ressenti la scène comme tu l'as décrite, toi, Seb. Pour moi, en fait, la mafia qui bolossait Denji, en fait, ils sont tout simplement tous morts. Et c'est ce démon, le démon des morts vivants, qui a pris possession d'eux. Et qui s'en sert pour tuer les Devil Hunters, comme il le dit. Lui, il a dit, le démon justement, il parle et il dit je veux la mort des Devil Hunters. Donc du coup, en fait, la mafia elle-même est même pas, je crois qu'elle a même pas de rapport avec ça. Je crois que c'est juste ils sont tous sous la gouverne de cette espèce de démon des morts vivants. Du coup, intéressant parce qu'on se rend compte qu'en fait les démons ils peuvent parler et sont pas juste des bêtes un peu chelous et qu'ils ont des motifs, qu'ils ont leur propre motivation, etc. Donc ça c'est assez intéressant. Après, je vous cache pas, c'est là que je vais un peu nuancer mes propos. Je vous cache pas que la mort de Denji, moi, elle m'a pas fait grand chose, mis à part que visuellement c'est fort. Je suis d'accord avec vous, ça c'est clair et net que ouais, c'est assez violent de le voir découpé en morceaux. Mais ça arrive à la c'est quoi, c'est quelle page? Ça arrive à la page genre à la 20e page quoi. Donc on n'a pas vraiment eu le temps de s'attacher à lui et du coup on se dit ouais bon, on se doute bien qu'il va renaître. Mais je pense que émotionnellement elle a pas eu d'effet si puissant. C'était peut-être pas l'objectif non plus, hein, vous me direz. Mais je pense que c'est peut-être plus un choc visuel et comprendre que ce personnage-là meurt, mais qu'il va renaître autrement. Parce qu'en fait, Denji est mort, ses problèmes aussi sont morts, la mafia. Donc au final, tout ce qu'on nous présente au début de l'œuvre est détruite quoi, à partir de ce moment-là, finalement. Moi, je suis assez d'accord. Et je suis d'accord avec toi, Val, sur le côté, on n'a pas le temps de s'attacher au personnage. Donc on se dit, bon, le pauvre, il est un peu au mauvais endroit au mauvais moment. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas ce côté où on a une énorme compassion pour lui. Moi, j'ai plus eu de peine pour Pochita qui se fait transpercer en deux alors que il ou elle n'a rien demandé et qui se retrouve aussi au mauvais endroit. Mais c'est vrai que Denji, on se dit, bon, bah, c'est la suite logique de toutes ces galères. C'est un mec qui est Ouais. endetté, c'est un mec qui se fait bolos par tout le monde et qui se fait traiter, comme tu l'as dit, comme un chien. Donc c'est pas. Après, c'est vrai que moi, par contre, ça attise un peu la curiosité où on se dit, bon, ok, alors s'il est mort, s'il lui arrive ça, bah, quelle va être la suite de l'histoire et qu'est-ce qui va se passer finalement? Puisque, comme tu disais, tout a été détruit. Donc comment il va faire pour repartir et quelle va être la suite des aventures? C'est clairement ça. Après, moi là-dessus, je trouve que je suis un peu, pour le coup, je vais être un petit peu à l'opposé. On aurait pu être sur des rails très classiques d'un shonen où il fait ses missions. On se doute bien que si on voit la couverture, il y a un moment donné, il va falloir qu'il devienne l'homme tronçonneuse. Mais c'est vrai que je trouve que c'est quand même assez original, je trouve, de casser les codes comme ça, de tuer son personnage principal dès les premières pages, de le faire mourir avant qu'il redevienne quelque chose d'autre, et ça on va avancer dans le premier chapitre pour le découvrir, mais je trouve que c'est assez quand même, ça tranche un peu, je pense qu'il a aussi voulu, l'auteur a voulu certainement aussi casser les codes du shonen classique en passant par un acte très très violent dès le début, et alors peut-être que vous allez me dire le contraire, mais j'ai pas souvenir d'un manga qui a un démarrage aussi violent pour en arriver à cette finalité-là. Voilà. Après, dites-nous dans les commentaires, ceux qui écoutent les Dans le genre auditeurs, shonen, je pense pas, mais dans d'autres. Moi, il y a un voilà. Mais manga, dites-nous hein, il y en a un, c'était Ouais. Demon Slayer, je sais pas si vous l'avez lu, Ouais, ouais, où ouais. le Oui, début est mais très c'est pas violent le aussi. personnage Non, principal. voilà, c'est pas le personnage Voilà, principal. le mais début c'est est très violent puisque sa famille s'est Il se fait massacrée, massacrer. mais lui en fait est vivant. Et Oui, là, c'est c'est vrai. vraiment le personnage principal qui est un peu le cœur du manga, quoi. Donc, Ouais, ouais, ouais. Non, donc voilà, mais c'est vrai. écoutez, n'hésitez pas en tout cas à nous dire dans les commentaires si vous avez une idée de Ou manga sur qui aurait Twitter. pu démarrer un peu de ce même genre. Ou sur Twitter, c'est ça. Donc il est balancé comme un malpropre, enfin en tout cas ce qu'il Aux en reste ordures. dans sa poubelle. On rebascule à nouveau sur un petit flashback qui est important parce qu'il permet en fait de revenir sur la relation un peu plus intime qu'il a avec Pochita. Et je pense que là, Sekou a dû verser une petite larme. Tout à fait. Et là, clairement, je pense que on peut avoir un moment avec une petite musique douce, nostalgique, pour l'animé. Hein. Je sais me projeter sur les. S'ils veulent des infos pour monter l'animé, il n'y a pas de souci, je vous en donne. Mais et là, on voit qu'il y a une nouvelle promesse en fait qui est mise en avant sur le fait, pour résumer, que ils resteront soudés malgré tout, quoi.
malgré les choses qui peuvent se passer dans la vie. Moi, je trouvais que c'était cool, on redescend en pression, parce qu'on a eu un moment très violent et on repart sur de la douceur. Et un peu de douceur dans ce monde, ça fait du bien. Je suis d'accord. Moi, ça m'a vachement ému cette scène. Alors après, je suis très sensible pour pas grand-chose. Mais je trouvais ça hyper mignon. Et effectivement, après le côté très violent, ça vient adoucir les choses. C'est bienvenu. Mais ça rend un peu triste aussi parce qu'on se dit qu'est-ce qui va résulter de tout ça, quoi. Est-ce que Pochita se sacrifie vraiment comment ça va se matérialiser? Est-ce que Pochita disparaît? Moi, c'était un peu ma question. Mais c'est un moment émotion qui est assez mignon, pour le coup. Et toi, Val, est-ce que tu as pleuré? Est-ce que tu as été Pas ému? du tout. Pas du tout. Il est sans cœur, Val. Il est sans cœur. Moi, je vous cache pas que le manga. Ah si, j'ai eu des chiens. J'en ai perdu quelques-uns, dont un très récemment et tout. Donc, je suis hyper. Tout ça, ça me. C'est des Yorkshire. Tout ça, des Yorkshire. Ouais, il y a des York, il y a du Golden aussi. Mais tout ça, ça me touche. Hein, mais c'est vrai que, bon, après, je vous cache pas, moi, le manga, il m'a pas trop emballé. Donc, du coup, j'ai du mal à être emballé, du coup, par ça. Mais c'est vrai que, bah, en fait, là, ici, c'est l'occasion de comprendre c'est quoi vraiment le but ultime de Denji. Parce qu'en fait, on nous présentait avant que c'était rembourser ses dettes et manger un petit déjeuner. Et là, son rêve, en fait, c'est de vivre comme une personne normale. Donc, du coup, en fait, on replace le curseur de l'objectif du personnage principal à l'endroit où il doit être. Et donc, en fait, c'est un peu comme si on redémarrait une histoire. C'est un peu ça, je trouve que c'est un peu comme ça que je l'ai vécu, moi. C'est comme si le premier chapitre commençait là, à ce moment-là, tu vois, au moment où il meurt. Et boum, on a un flashback, pam, pam, pam. Et là, dans les codes du shonen et tout, là, on nous pose ce qu'on aime bien avoir, c'est-à-dire l'objectif, comprendre un peu les ambitions du personnage qui sont très modestes, hein, puisqu'il est plus bactère, comme tu l'as dit, Seb. Et du coup, non, après, la scène est émouvante et intéressante. Et puis, on le voit à la manière, ça va faire plaisir à Sego, ça, à la manière de Kakuzu dans Naruto, où il est comme recousu, quoi. Il se régénère. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, Pochita, il boit le sang de Denji. Le sang coule sur plusieurs cases. Je sais pas si vous avez fait attention à ça. Mais en gros, la bouche de Denji fait couler du sang et glisse sur 3 cases pour arriver à la bouche de Pochita qui là ouvre les yeux et c'est là que son espèce de pouvoir de démon s'active, il reprend un peu du poil de la bête et puis on se retrouve avec un Denji qui a un Pochita qui lui pousse sur le torse et qui recolle les morceaux et qui finalement rouvre les yeux pour renaître de ses cendres. Voilà. Clairement, cette scène-là, à mon avis, je pense qu'elle sera vachement appuyée dans l'animé. Hein. Je pense que typiquement, ce genre de scène avec le sang qui coule, que Pochita qui boit, ça va être ça, ouais. Alors, par contre, moi, j'ai une question. Dis, Val, hein, oui, vas-y, excuse-moi. Non. Dans cette scène, je me suis posé une question parce que Pochita lui parle, alors que dans le reste de l'histoire, il ne lui parle pas. Donc, on se demande, est-ce que c'est vraiment un flashback? Est-ce que c'est une vision? Je pense que c'est une introspection. Je pense que c'est. Non, je pense qu'il lui parle, mais il lui parle en fait. Dans sa tête. Je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait. À l'intérieur, c'est son cœur maintenant. Oui, c'est ça. En fait, on est dans sa tête et c'est la première fois où il parle d'ailleurs, Pochita. Et je le vois bien avec une petite voix tout aiguë comme ça. Donc, mais bon, je vais peut-être me tromper. Hein, après, mais oui, en tout cas, oui, c'est là où ils vont fusionner, comme tu disais, Val. Et il y a peut-être un indice sur le fait que c'est dans sa tête, ou en lui en tout cas, je sais pas si c'est dans sa tête, mais c'est que si vous voyez bien, mais les cases sont blanches, il n'y a pas de fond. Il n'y a pas de comme les classiques les classiques moments de shonen où on a des personnages qui se parlent mais pas dans la vraie vie mais qui se parlent par télépathie ou dans un monde parallèle ou quoi, et là je pense qu'on est dans le corps on est dans la conscience de Denji et c'est à ce moment-là que Pochita parle, je pense, donc puisque c'est vrai qu'il a pas parlé déjà au début, je crois pas qu'il reparle après dans le premier tome que j'ai lu, ou alors s'il lui parle c'est à l'intérieur étant donné que maintenant il est à l'intérieur de son corps. Mais ouais, je pense qu'on a peut-être un indice là-dessus. Voilà. Oui, tu remarques aussi au niveau purement graphique, alors c'est la page 34,
Les pages d'avant, elles sont avec un fond noir, donc on se rend compte que c'est un peu en mode soit à l'intérieur, soit souvenir. Et à la page 34, il y a ce côté où les bandes noires s'arrêtent en plein milieu de la page. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire dans les fonds. T'as la Ouais. scène où en haut, t'as Denji qui dit comme ça tu réaliseras mon rêve en portant Pochita. Et sur le côté, il y a la bande noire sur la gauche, et tu sens qu'elle diminue petit à petit, donc on est en train de revenir un peu On revient à la réalité, à ouais. la réalité, ouais. Donc je pense que c'est à la fois, comme tu dis, de l'introspection, peut-être un flashback, Du on sait pas rêve, trop. on Du est rêve, dans voilà, la c'est un mélange, à conscience. mon avis, de pas mal de choses. Ouais, on pourra en parler un peu plus dans le détail. Je pense que c'est une des forces de l'auteur d'arriver à jouer d'arriver à jouer avec son support pour essayer de rendre le truc un peu cinématographique, hein, parce que clairement, Totalement. c'est un peu, ça fait un peu la sensation du personnage un peu en vue subjective qui se réveille d'une cuite et qui en fait commence à reprendre ses esprits et tout est flou mais tout redevient plus clair et ça fait un peu, je pense que c'est cet effet-là qu'il a voulu transmettre là-dessus, quoi. Denji se réveille, ça y est, enfin. Et il se réveille avec un petit truc bizarre sur le torse. Et là, on est vraiment, je pense, les potards sont poussés à 11, dans le côté vraiment high concept. Il a une sorte de petite languette, un peu comme comme vous voulez démarrer votre tondeuse, hein, pour un peu délirer, ou même votre tronçonneuse. Et là, il tire dessus, et parce qu'il est sur le point, en fait, de se faire attaquer par les zombies, puisqu'il se réveille, et il se retrouve au milieu de ces zombies démons, là. Et là, ça devient... c'est orgasmique, je pense qu'on peut utiliser ce terme-là, cette scène, puisqu'il tire sur ce cordon et il se transforme en homme tronçonneuse, donc dans le personnage qu'on voit sur la couverture. Donc pour le redécrire, une tronçonneuse à chaque bras, une tronçonneuse sur le bout de la tête. Et là, c'est un pugilat, c'est gore au possible. Moi, ça m'a fait penser à un film en particulier, je le garde pour tout à Je l'heure sais, parce que je le connais. ça m'a fait penser à un film de Peter Jackson, je vous tease, on en parle tout à l'heure, mais c'est orgasmique, il défouraille tout le monde, mais ça devient, il y a du sang de partout, je pense que l'auteur, il a pris un énorme kiff à faire cette scène, il défouille tout le monde est dessoudé, et on clôture la scène, et je vous laisse commenter après ça, puisque le chapitre va se terminer là-dessus. On termine la scène sur donc la rencontre en fait d'autres chasseurs, d'autres Devil Hunters qui appartiennent à la sécurité publique et qui vont le prendre sous son aile et qui vont le récupérer, et il va faire partie de ces gens-là, avec pour but d'avoir un bon déjeuner. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette scène? Moi, je trouve que c'est le climax du manga, quoi. Ouais, C'est 100%. franchement, c'est fou. C'est le climax Fou. du chapitre, hein, totalement, ouais. Et moi, je trouve que ça révèle chez Denji un côté un peu sadique. Parce qu'il a l'air quand même de prendre son pied en défonçant tout le monde. Donc je pense qu'il a un petit côté où il est content de se venger, il est content de se dire ah ouais les gars, bah, vous avez vu, vous m'avez traité comme un moins que rien pendant tout ce temps, bah voilà, maintenant c'est à mon tour et je suis hyper content aujourd'hui. Et vous allez ramasser. Voilà, vous allez ramasser, je venge Pochita que vous avez à moitié tué en essayant de nous tuer tous les deux, et je me venge pour tout ce que vous m'avez fait subir toutes ces dernières années, quoi. Vraiment, tu sens le... Notamment quand il rigole, à un moment il fait Giahaha en écrit en majuscule, en énorme. Tu sens que vraiment le gars il est au top du kiff, quoi. Ouais, Il est content. il a la langue qui sort et tout, hein, quand il dit ça. Ouais. Il est à fond, il écrase des gens, il en tronçonne d'autres. Enfin, vraiment, c'est ultra. Cette double Ultra page, d'ailleurs, gore. elle est folle, hein. Elle est ouf, vraiment. Je la trouve incroyable. Il y a du détail de partout, quoi. Et c'est marrant parce que ça faut la contraste regarder. avec le reste où il n'y a pas beaucoup de détails, justement, je trouve. Ouais. Et, Ouais. et d'un coup, on Ouais. se retrouve avec des tonnes et des tonnes de traits. Le dessin, c'est vachement densifié d'un coup. Et du coup, je trouve que ça donne une dimension encore plus prenante à ces Grave. scènes-là parce que on est à fond sur les détails. Totalement. Ouais. Mais en fait, on peut la décrire 5 minutes, hein, cette double page, parce qu'elle est vraiment, elle est assez iconique, hein. On se fixe, en fait, tu disais tout à l'heure, Sego, sur la tête, avec la langue qui tire, mais en fait, si on regarde bien autour, il a son bras droit qui est planté dans la tête d'un démon, l'autre qui embroche un autre, enfin, c'est Il a la le folie, pied sur hein, la cette- tête cette d'un planche. autre mec. Et derrière, t'as les autres qui sont en train de le regarder à moitié démon, donc à moitié avec un air débile et à moitié avec un air complètement paniqué en se disant bon, mais qu'est-ce qui se passe? Donc je trouve que c'est. Ah non, c'est vraiment Non, le ouais. summum du gore. Ah, clairement, je pense que le mec, l'auteur, là, il s'est fait un gros délire, hein. Il s'est dit, vas-y, là, on va mettre du sang On partout, donne là. tout. On va faire de l'abstrait, ça part, je vais mettre des giclées de sang partout. Et il y a ça sur toutes les scènes, en fait. Et pour le coup, je trouve que c'est vachement bien retranscrit. On ressent la violence sur Sur le dessin. les pages.
Sur le dessin, ouais, clairement, les yeux qui sortent, des bouts d'entrailles et tout, enfin, c'est ouf. Ouais, il Et maîtrise bien pour... les mouvements, je trouve. Ouais, oh, ouais, 100%, Oui. ouais. Clairement, Et c'est toujours un shonen, hein. Ah ouais, ça, Ah, j'aime bien. c'est, On Ce est futur, toujours hein. dans ce shonen. c'est ouf, franchement. Et puis, et clairement, là, on bascule sur un autre style, quoi. Entre ce qu'on a vu avant, où c'était plus dark, comme t'as dit, Sego, plus épuré, mais quand même plus dark dans le scénar. Là, on reste dans le dark, mais par contre, là, ça y est. Chut, on a les pages qui dégoulinent, on a du Mm. détail partout, des traits partout, et ça reste malgré tout assez lisible. Et moi, ça m'a fait penser à quelque chose, Seb, tu as kiffé, je pense que tu as la ref aussi. On en parlera après dans les références de l'auteur. Oui, garde-le pour après. Garde-le pour après. Et voilà. Suspense. Et on en parlait aussi tout à l'heure de ce côté de la partie où on souffle le chaud et le froid de cette partie-là où justement avant il se fait dessouder, on a un flashback un peu douceur, un peu mélancolique. Et là c'est un peu pareil, hein. On redescend assez vite derrière puisque il y a une scène qui calme toute cette violence, c'est le câlin de la mystérieuse responsable. Je sais pas si on a son nom Ouais. d'ailleurs, j'ai plus souvenir de si Pas on dans a le son nom, chapitre, après, Makima, elle pas dans le s'appelle. chapitre, on l'a après, hein. Ouais. Voilà. Et elle lui fait un énorme câlin en fait. Et le câlin fait qu'il redevient humain, enfin il redevient normal avec sa tête d'humain, et il redevient à la réalité. Et ça, je trouve que il le fait assez bien l'auteur d'arriver à enchaîner les moments un peu violents, enfin violents, de l'ultra violence, et on repasse à des moments un peu plus doux. On va rapidement, si vous le voulez bien, tous les deux, on va commencer par Sego. Vous allez rapidement me donner votre avis, sans trop rentrer dans le détail, me dire si vous avez aimé, et si vous avez envie de lire la suite. Et clairement, on va le dire, on est tous à peu près au même niveau, on s'est arrêté, on a joué le jeu, on s'est arrêté qu'au premier tome, puisque c'est un manga qui est très court, on le rappelle. Donc on voulait vraiment avoir des ressentis un peu à chaud sur la lecture du premier tome. Du coup, nous, on vous parle que du premier chapitre, bien entendu. Sego, dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé de ce premier chapitre? Eh ben écoute, moi, à part la partie avec Pochita, comme j'ai dit, qui m'a un petit peu émue, parce que c'est le côté rapport animal de compagnie maître, sinon, bah moi, j'ai pas été très transcendée par ce premier chapitre. J'ai pas accroché. Alors, les dessins sont très beaux, ça par contre, j'ai apprécié le côté artistique vraiment qui est très poussé, qui est très fort. Mais au niveau de l'histoire, j'ai pas été plus accroché que ça. C'est-à-dire que j'ai trouvé ça bien, c'est un truc qui se lit bien, où tu te dis, bon, bah, l'histoire est sympa, les dessins sont drôles, sont cool, sont jolis, mais il n'y a pas eu le côté où t'accroches direct dès le premier chapitre à l'histoire et t'as absolument envie de savoir la suite. C'est-à-dire que je peux très bien m'arrêter là, dans ce manga, j'endormirai le soir, quoi. Ça sera pas gênant. Donc, un avis mitigé, dans le sens En où... demi-teinte. Voilà, exactement. Vraiment, je comprends pas forcément tout l'engouement qu'il y a eu. Alors après, je me dis, il faut jamais se baser que sur un chapitre, évidemment. Et en général, j'ai tendance à lire souvent les 2 premiers tomes des mangas avant de me faire un avis. Mais ce premier chapitre, en tout cas, pour moi, ne remplit pas son rôle de donner envie d'aller plus loin. Voilà. Allez Val, vas-y. Mais, alors, si je reste que sur le premier chapitre, moi, je l'ai trouvé cool. J'ai aimé. Je le trouve efficace, je le trouve bien, original. On en a parlé un petit peu avant, le fait de tuer le personnage en plein milieu du chapitre, puis de le faire renaître pour partir sur un délire un peu gore où ça part en cacahuète. Ça m'a plu, ça se lit vachement vite en fait, hein, même si je crois qu'il y a quoi, il y a une quarantaine de pages dans le chapitre, je sais pas si tu l'as noté ça, Seb, le nombre de pages Non, du chapitre. pas cette fois-ci. Pas cette fois-ci, mais Je je pense pense que c'est à peu près ça, ouais. on est à peu près autour d'une quarantaine, un peu moins, une cinquantaine de un peu plus, peut-être cinquantaine de pages. Donc, et ça se lit Ouais, c'est ça, c'est ça. ça se lit vachement vite. On en parlait, mais ça reste long pour un premier chapitre, hein. On a vu des trucs à 20 pages, hein, dont on a parlé déjà. Mais ça se lit très vite. Donc je pense que le premier chapitre est agréable à lire et il m'a donné envie de lire le chapitre 2. C'est une nuance de lire le tome en entier. Voilà, c'est pas pareil. Disons que j'étais pas hyper emballé comme Sego par le scénar. Parce que je trouve il manque des choses. Il y a, je sais pas, il y a un truc qui C'est un m'emballe peu pas, quoi. brouillon. C'est un peu Ouais, brouillon, je ouais, trouve, ouais. en fait. T'as des Euh, flashbacks, ça part, ça revient. Tu sais pas trop si t'es dans le présent, dans la tête du mec, si c'est Pochita. Je trouve que alors après, c'est peut-être le ton qui doit être donné à l'histoire, mais je trouve que t'as du mal à te repérer dans les événements, en fait.
Et je pense que c'est un peu le style de l'auteur aussi. Oui, Seb ouais, je a pense. lu Fire Punch et connaît un peu la patte scénaristique putain, j'ai plus le nom de l'auteur, Fujimoto, non, c'est ça? Ouais, de Ouais, c'est ça. Fujimoto. Fujimoto Euh, Tatsuki. mais je pense que c'est plus ça, et peut-être que nous on est un peu plus hermétique à ça, je sais pas. Bah, clairement, c'est un auteur qui est à fond sur les high concepts. Hein. Ces deux œuvres qu'on connaît tous, c'est Fire Punch et Chainsaw Man. C'est des œuvres qui se basent sur un high concept. Et le principe d'un high concept, vous pouvez le dupliquer sur d'autres œuvres. C'est fait pour diviser. Hein. C'est où tu rentres dedans, ou tu restes dehors. Ah, bah voilà. C'est voilà, je pense que c'est un peu le truc. Moi, clairement, j'ai vraiment aimé. Enfin, vraiment, je trouvais que c'était vraiment hyper prometteur parce que je l'ai peut-être pris moins premier degré que vous. C'est sans jugement aucun, hein, mais j'en attendais rien de spécial. J'avais pas, j'ai dit je vais regarder ce que c'est. Et puis j'ai trouvé moi le concept assez fou parce il se prend pas au sérieux en fait. Ça part un peu dans tous les sens, mais je le prends plus comme un manga des fouloirs. Je me dis voilà, ça va être sur 11 tomes, ça va aller assez vite, ça se lit assez vite. Et j'ai trouvé déjà que c'était de meilleure qualité que Fire Punch, parce que tu le disais tout à l'heure, Fire Punch, moi j'ai pas pu aller jusqu'au bout en fait, j'ai pas dépassé le premier tome quoi, parce que ça m'a pas hyper emballé quoi. Il y a sur le propos, sur plein de choses, c'est du high concept aussi, hein. C'est un mec qui peut pas mourir parce qu'il a une capacité de régénération, enfin la façon un peu d'un X-Men. Et, euh, et en fait, il se retrouve qu'ils sont deux en fait. Sa sœur va assez vite mourir dans le premier chapitre. Hein. C'est assez brutal aussi, alors qu'on sent qu'ils sont très fusionnels. Et derrière, il va faire la rencontre d'un mec qui peut cracher des flammes et il va finir par le cramer parce qu'il va tout le temps être en feu en fait lui. Et comme il se régénère, bah, il est tout le temps en train de brûler. Ça peut paraître assez cool, mais moi je suis pas rentré dedans. Je sais que Martin, qui était avec nous sur l'épisode de Doro et Doro, a vraiment adoré Fire Punch. C'est court, allez jeter un œil, mais je peux comprendre que ça divise. Moi, Chainsaw Man, pour le coup, je suis assez rentré dedans. Si on doit un peu plus s'arrêter sur le dessin, est-ce que vous avez des petites choses en plus à rajouter sur le dessin, Sego? Est-ce que tu veux nous donner un petit peu plus d'éléments sur ton ressenti sur le dessin, sur le design des persos, Et même ben, sur les arrière-plans? oui. Parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, Non, mais c'est vrai, il y ouais. a des choses à dire, je pense. Non, alors comme je te disais tout à l'heure, je trouve que enfin c'est toi qui l'as dit d'ailleurs, que l'auteur joue assez bien avec le support, avec les cases. Il dépasse un petit peu des cases, comme on le disait tout à l'heure là sur le fait que les bandes noires s'arrêtaient en plein milieu d'une page et qu'il alterne justement entre des scènes qui sont très sobres, très épurées où il y a vraiment pas de décor. Avec des scènes où d'un coup on est projeté dans un truc, notamment la scène violente où là il y a un milliard de détails. Donc je trouve qu'il alterne et je trouve que c'est assez cohérent avec le tempo de l'histoire au final, comme je disais, parce que c'est très saccadé comme histoire. Et du coup on passe d'un moment triste où il y a peut-être pas forcément beaucoup de décors à d'un coup un moment un peu violent où là c'est beaucoup plus détaillé. Mais je trouve qu'au niveau du dessin son trait est très beau. Quand c'est dans les détails, je trouve qu'il retranscrit très bien, très bien tout ce qui va être les mouvements, tout ce qui va être le côté sanguinolent, le côté un peu gore, il le fait bien. Donc, et il joue beaucoup aussi avec les jeux d'ombre. Il y a des scènes où d'un coup il y a un fond noir, où on voit justement Totalement, ouais. Denji qui se démarque du coup du fond noir. Donc au niveau esthétique, moi je trouve que c'est très réussi. Honnêtement, c'est des beaux dessins. Ces petites discussions qu'on avait en off avec Valentin, est-ce que pour toi, on a notre avis nous là-dessus, est-ce que pour toi il est tout seul sur ce manga ou est-ce qu'il a des assistants? Parce que moi, il y a plein de choses qui me fait dire que c'est pas forcément nécessaire qu'il ait des assistants là-dessus. C'est une bonne question. Honnêtement, je n'ai pas vraiment d'avis. Moi, je te dirais que non, qu'il le fait tout seul. Ouais. Parce que les premières, quand je regarde les cases où il y a pas beaucoup de décors, c'est vraiment assez simple au final. Euh, je sais pas. J'avoue que je te Ouais, dirais il a que non. peut-être après des gens pour les aplats, pour Ouais, les trames, tout voilà, ça. c'est ça. Peut-être qu'il Ouais. a peut-être des gens. Mais c'est vrai que moi, je trouve que c'est un manga assez pureux au niveau du dessin. C'est pas le premier truc en fait, moi, qui m'a emballé, hein, pour être très clair. Si je dois mettre une petite nuance aussi, je trouve que le dessin est pas non plus, c'est pas non plus sensationnel, hein, parce que ça reste, il y a un petit côté. Après, on voit beaucoup son crayonné en fait. Je Oui, pense qu'il a ouais. volontairement voulu laisser son crayonné, ce qui fait qu'on voit aussi un petit peu le côté irrégulier de son trait. Il n'est pas hyper lisse son trait. Et c'est pas, enfin, moi je trouve que c'est pas tout le temps. Il y a un peu d'inégalité, je trouve, Oui, dans le ça je suis dessin. d'accord. Mais c'est sublimé, je trouve, par sa capacité à dessiner les scènes d'action, Mm. à rendre quelque chose d'assez, comme je disais tout à l'heure, orgasmique
Et je trouve ça, on arrive bien à le ressentir. Mais c'est vrai que le dessin, je peux comprendre qu'on rentre pas dedans, parce que passer le simple fait de dessiner un mec avec des tronçonneuses, c'est pas le meilleur manga qu'on ait pu lire au niveau dessin. Mais ça reste cool, hein. C'est pas mauvais, il s'est dessiné quand même. Hein. Oui. Faut dire les choses. Hein. Ouais, je pense que puis même limite- son trait dégueule, comme tu dis, il est un peu brouillon, mais je trouve que ça colle bien avec ce qu'il veut retranscrire aussi. Je pense que son trait, sa manière de dessiner est quand même hyper en adéquation avec ce qu'il veut nous montrer et son histoire, et que ça colle bien avec le côté un peu dégueulasse, un peu poisseux de l'œuvre et l'ambiance, quoi. Donc ça, pour le coup, niveau cohérence, DA, direction artistique et direction scénaristique, je trouve que ça colle bien quand même. Puis on avait dit tout à l'heure aussi, on en parlait, hein, pareil c'est du off, hein, désolé pour les auditeurs, hein, mais on vous le redit, on vous le redit en live. Mais le côté poisseux nous fait aussi beaucoup penser à Doro et Doro. On avait lu, hein, ce côté un peu pareil au niveau du dessin. Alors c'est pas le même style graphique, mais il y a un côté assez irrégulier dans le trait et qui donne un peu cette ambiance de cracra, quoi. Et on le ressent aussi dans Chainsaw Man. Hein. Ouais, c'est vrai. Tu avais lu Doro et Doro, toi Non, je l'ai pas Sego, lu. ou pas? Non, du tout. Ok. Je m'y mettrai. Alors l'approche sera peut-être plus simple. Ouais, mais alors, tu vois, il est sur Netflix et je pense que pour quelqu'un qui connaît pas le manga, je pense que l'approche est beaucoup plus simple via l'animé pour le coup. D'accord. Qui est quand même beaucoup plus édulcoré, beaucoup plus coloré. Mais ça retranscrit, je trouve, ça, on perd un peu du côté cracra qu'on avait dans le manga, quoi. D'accord. Val, tu veux dire quelque chose? Non, mais en plus on en avait parlé dans l'épisode qu'on avait fait, parce que moi j'avais commencé par le premier épisode et après j'avais lu le premier chapitre pour justement me faire une idée. Et c'est vrai que ça fait plus, c'est plus gentillé en animé Ouais. que ce qui est retranscrit dans le manga. Ah oui, clairement, ouais. Et par contre, mais c'est je une pense bonne porte que d'entrée. Chainsaw Man, ça sera pas la même chose, tu vois. Je pense il y aura une vraie volonté de rendre ça bien dégueu, surtout que Mappa, quand on leur dit ça, je pense que eux, ils sont comme des oufs et ils vont se régaler à le faire, à mon avis. C'est pas Mappa qui a fait aussi Doro et Doro? Non, je crois pas. Ah ouais, j'ai un doute. Je crois pas. Toi, Je crois pas. Peut-être que je dis des bêtises, mais je crois pas. Mais moi j'ai entendu ok. dire à pas mal d'endroits que justement Mappa allait censurer pas mal de choses parce qu'il fallait que ce soit un anime Honnêtement, moi je visible pense que par Chainsaw tous. Man va être censuré. Ouais, Hein, et qu'il y a pas clairement. mal, et c'est pour ça Ah que oui. les gens recommandaient. Alors en l'occurrence c'était une vidéo YouTube que je regardais sur le sujet et la youtubeuse disait recommandait aux gens de lire le manga parce qu'on allait avoir plein de scènes qui vont sauter Mais dans c'est l'animé pour une question C'est certain. de censure. Ouais, c'est certain. Mm. Je pense qu'à mon avis, ça va être clairement censuré et ce sera une bonne porte d'entrée pour découvrir le manga, comme souvent, parce que nous en France, on a toujours les choses un peu à l'inverse. Je pense que les gens découvrent d'abord l'animé avant d'aller lire Oui. le manga. C'est sûr. Ouais. Mm. Ce qui, au Japon, ils commencent tous par le manga avant d'aller vers l'animé. Bah, parce qu'ils ont le Mais, Shonen Jump aussi, donc oui. c'est plus. Ouais, c'est ce qui c'est sert de l'institution tremplin. là-bas. Ils sont exactement. Bah, scénario, je pense qu'on va passer assez vite parce qu'il y a pas, c'est pas le truc le plus profond au niveau du scénar. Ça reste assez simpliste, mais moi je trouve que c'est efficace. En fait, moi j'en attends pas plus en fait, clairement sur ce truc-là. Comme je disais tout à l'heure, c'est un high concept. J'ai envie de voir un mec avec des tronçonneuses dessouder du zombie, des sondés du démon, et puis ça me suffit en fait. J'ai pas besoin d'avoir plus. On sent qu'il peut y avoir un petit truc à travailler et à prolonger avec l'univers de l'académie, un peu, enfin l'académie, l'association là des Devil Hunters là de sécurité publique. Il y a peut-être un petit truc qui va se développer, un peu la relation entre les deux personnages. Donc tu disais qu'elle s'appelait comment? J'ai perdu son. Je crois Maki- on l'a pas dit. Maki- Ah oui. Makima, je crois. Makima, voilà, avec Makima, donc qui a l'air d'être un peu la responsable des Devil Hunters. Mais ça ira pas plus loin, et je pense qu'à mon avis, le manga, on va certainement avoir des démons de plus en plus forts, des combats de plus en plus épiques. Et en fait, je pense que on vient que pour ça. Il n'y a pas besoin d'avoir plus de. Et puis des fois, on n'a pas besoin d'avoir un scénario trop alambiqué et hyper travaillé pour qu'un manga soit efficace. Hein. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et c'est peut-être moi, c'est pour ça que je suis pas très sensible à l'histoire, parce que par exemple, un manga qui cartonne et qui, moi, ne me parle pas du tout, et vraiment, j'ai pas accroché, c'est One Punch Man. Et ça, vraiment, ah ouais, non, j'ai essayé l'animé, le manga, tout, mais vraiment, et je n'accroche pas. Je trouve que c'est creux. Nous allons arrêter ce podcast ici. Et ben, ça me fait un peu penser à ça. Le côté baston, c'est un perso qui est un peu puissant, qui va se bastonner avec tout le monde. Mais au final, derrière, ça manque un peu de lore, un peu d'histoire. Après, c'est mon avis, hein, encore une fois, ça n'engage Tu as lu? que- Alors attends, attends, on va rester calme 2 secondes. On se calme, on Pardon. se pose.
Tu as lu jusqu'à quel tome de One Punch Man? Moi, j'ai dû lire les 3 premiers, je pense. Ok, bon. Et Alors, les je vais te épisodes, dire j'en ai tous un regardé peu une le truc. dizaine. Franchement, j'ai essayé D'accord. et alors c'est très beau, c'est rigolo, mais je trouve que vraiment l'histoire, j'ai pas On réussi a à un me mettre petit dedans. cœur qui se brise. Je suis désolée. Petit cœur qui se brise. Ah, je peux Donc, comprendre voilà. ce qu'elle dit. Je peux comprendre. En vrai, Non, je comprends aussi. j'entends ce qu'elle veut dire par emballer tout ça et que le scénario là, lui fait penser à One Punch Man. Je peux comprendre pourquoi tu te dis ça, même si je partage pas du tout ton avis là-dessus. Et Ouais, Seb faites de encore même. moins que moi, je pense. Mais Non, je en sais, fait, je sais. le rythme de One Punch Man prend un peu ses marques dans les premiers tomes. On peut comprendre, ça peut paraître très classique, mais si je trouve, c'est ce qu'on trouve avec Val, parce qu'on était assez unanime sur One Punch Man, c'est qu'il y a un vrai travail qui est fait sur les persos secondaires, il y a de la profondeur qui est apportée. Et en fait, c'est vrai que là, c'est volontairement rendu. Donc de Saitama est volontairement rendu assez lisse, mais jusqu'au cerveau, C'est jusqu'à assumé. sa tête. Hein. Ouais, c'est assumé. Ouais. Et c'est complètement assumé, c'est Oui, voulu c'est vrai. parce qu'en fait, ils veulent prendre le contre-pied du shonen. En fait, aujourd'hui, t'as un personnage, il est déjà level 100 et il a plus Oui. besoin d'augmenter. Quoi. Il est déjà pété en fait. Et alors après, on arrive à lui trouver un petit peu de background qui fait que ça lui donne un peu plus de profondeur. Mais c'est pas voulu, on s'en fout en fait. L'idée, c'est plutôt de savoir comment les autres vont monter et grandir à côté de lui. Oui, c'est Et vrai. c'est ça qui est mis en avant. Mais je peux comprendre que certains peuvent laisser, mais on a un trait magnifique de Murata. Ah oui, qui- ça par contre, il n'y a rien à dire. Mais C'est voilà, je c'est sais du que high je concept vais- hein, aussi, Oui, hein, voilà, One Punch C'est Man. aussi du high concept. ouais. Donc, Et je sais que peut-être je choque t'approches les pas. gens en disant ça à chaque fois parce que les gens me disent mais attends c'est génial ce truc mais vraiment c'est pas de la mauvaise foi où je me dis j'ai essayé vite fait c'est Ah, que t'as le vraiment, droit, j'ai essayé de me mettre dedans et j'ai pas et ça One a une façon de décrire qui peut un peu perturber, mais c'est un vrai raconteur d'histoire. Et que ce soit sur le point de l'humour, que ce soit sur le point de travailler ses persos secondaires, aujourd'hui, t'as aucun personnage secondaire qui sur la forme, oui, parce que ça, Murata, on lui fait confiance, mais sur le fond, ils sont tous différents, ils ont tous leur background, il y a tous des petits trucs, et puis à chaque fois, il essaie toujours de nous surprendre. Et je trouve que c'est réussi. Mais après, je peux comprendre que on peut pas tout aimer. Hein. oui voilà c'est ça C'est trop facile sinon. exactement mais donc voilà il y a ce côté où peut-être baston qui est très très importante et qui du coup prend le pas un petit peu peut-être sur le développement mais encore une fois c'est que le premier chapitre donc c'est difficile de mettre trop Oui. d'infos dès le début voilà moi c'est Clairement, moi je pense que ce manga il va tout miser sur l'impact visuel oui et ouais. sur le côté iconique des scènes où on va en prendre plein la vue. Enfin, clairement. Val, tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Non, moi j'ai dit ce que je pensais au niveau du scénar et tout. Comme elle vient de dire, Sego, je pense que il y a des mangas qui ont un premier chapitre et qui arrivent de manière folle à te mettre tous les enjeux et à te présenter avec finesse et nuance et tout ce qu'il faut pour te mettre dans le bain direct. Parce que le manga est axé sur ça. Urasawa, il fait ça sublimement bien. Il est trop fort pour faire ça. Mais là, pour le coup, oui, je suis totalement d'accord avec vous. On est sur plus du graphique que du scénaristique. Et ça se ressent. J'ai pas envie de trop en dire parce que franchement, j'ai un avis qui est quand même assez tranché et tout sur l'œuvre, alors que j'en ai pas lu assez. Par contre, voilà, ça c'est ce que je voudrais rajouter, c'est que par contre, j'ai envie de lire la suite pour confirmer ce que je pense, qui est pas, j'ai pas du tout un bon avis dessus, mais par contre, j'ai envie d'aller plus loin pour voir si mon avis change et si que je m'arrête pas au premier tome et à cet avis un peu tranché où je suis pas fan, quoi. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que je vais faire pareil et que je vais aller un peu plus loin pour voir. Parce que souvent, tu as des mangas où tu te dis, bon, peut-être que dès le départ. Typiquement, moi, j'ai commencé Mashle, je sais pas comment ça se dit. C'est pareil, Mashle, ouais. Au début, j'étais un peu sceptique et puis finalement, tu te mets dedans au bout d'un moment, quoi. Et Et m'a fait un peu le même effet, Mashle aussi, ouais, je te cache pas. Je vais prendre un autre exemple encore un peu plus mainstream. Bleach a un peu ce problème-là aussi. Hein. Bleach, le début, et moi je l'ai trouvé super laborieux avant qu'on commence à rentrer dans le vif du sujet. Il y a au moins facile 3-4 tomes un peu laborieux. Pour tout vous dire, même Bleach, moi j'ai mis surpris à 2 ou 3 fois avant de complètement tomber dedans et d'aller jusqu'au bout. Mais les débuts ont été, je trouvais que c'était un peu laborieux. Hein. Les 2 premiers tomes sont longtemps restés sur ma table de chevet et avant de vraiment pouvoir m'y replonger
complètement dedans, quoi. Mais ça reste une œuvre, je trouve, incontournable, malgré tout. Oui. On va faire un truc un peu plus léger, on va se faire un petit peu plaisir, on va essayer d'aller voir un petit peu ce qu'on a perçu, on a retenu, en tout cas, sur ces premiers chapitres, en tout cas, puis même de ce que vous avez pu lire, sur les références de l'auteur, sur les petits trucs qu'il a glissés, est-ce que vous en avez vu? On va peut-être commencer par la plus évidente, qui est Tronçonneuse. Tronçonneuse, ça vous pensez peut-être à un film un peu culte, je pense que c'est la plus facile. Massacre à la Non, vous tronçonneuse. l'avez Bah aussi. oui, Massacre, ouais, j'allais dire Massacre à la tronçonneuse. Ah oui, clairement, je pense que l'auteur, il a un gros kink pour la massacre à la tronçonneuse. Il s'est dit comment je peux exploiter ce délire de charcuter les gens à la tronçonneuse et d'en faire un truc cool et badass. L'auteur Voilà. aime les films d'horreur des années Mm. 90. Clairement. Euh, oui. Non, 80, 70, 80, même tu peux y 70, aller. Hein, ouais. c'est... Ouais. Ah ouais, toute la décennie 70, 80, 90, à mon avis, il a un énorme kiff là-dedans. Hein. Ça se Et voit. même dans Scarface, là, la scène dans la salle de bain, là aussi. Moi, ça m'a fait penser à ça. Quand il découpe un mec avec Ah la ouais. tronçonneuse. Le passage où Denji est dans sa boîte, là, en découpant en morceaux, je sais pas pourquoi ça m'a fait repenser à Scarface. Après, moi, je suis pas très friande des films d'horreur, donc c'est peut-être pour ça aussi que j'accroche peut-être pas avec cette histoire, d'ailleurs. Quand j'y pense de manière plus profonde. Mais oui, effectivement, la tronçonneuse, elle est omniprésente là-dedans. Oui. Val? Ben, moi, j'espère que. Je pense que vous avez la ref aussi, mais moi, je vous le dis direct. La partie où Denji découpe tous les zombies et tout. Mais pour moi, c'est du calqué, limite, sur de la BD et sur The Walking Dead. Les traits. Ah, Je sais pas, Seb, je sais que Seb a lu The Walking Dead, et pour moi, la manière dont c'est dessiné et tout, ce côté noir et blanc là, putain, mais j'étais sur le cul. Je me suis dit, mais putain, mais je lis The Walking Dead ou je lis un manga? Vraiment, les zombies et tout, la manière dont il les a dessinés, et je pense que clairement, c'est une grosse ref c'est Robert Kirkman, je crois, hein, le créateur de The Walking Dead. Ouais, Kirkman, ouais. Oui. Et c'est une grosse rêve à The Walking Dead et je pense qu'il a un vrai crush là-dessus. Et aussi, moi j'ai pensé à... Mais c'est peut-être ta ref, Seb, donc je vais te la laisser. Je vais pas le dire. Mais, Non, vas-y, je t'en prie. mais On pourra je me échanger, souviens hein. pas que ça soit Peter Jackson, peut-être je dis des bêtises. Ça me fait penser à Evil Dead aussi, hein, beaucoup. Ouais, clairement. Dans le Ouais, dans le clairement. délire, j'ai jamais vu Evil Dead, hein, mais mais ça me fait penser à Evil Dead quand même. C'est fou ça quand même. Hein. Comment on peut Non, mais tu as raison. Non, mais t'as ouais. complètement raison, puisqu'en fait, si tu veux... Dans le délire sang, il y a- hémoglobine et tout. Eh ben, non, mais t'as clairement dans le mille, puisque aujourd'hui, je pense que l'auteur est un énorme fan de cinéma d'horreur, Ouais. et il nous le fait comprendre. Donc, alors, Walking Dead, je vois un petit peu moins la référence. Tu vois ou pas après, c'est peut-être le dans côté les zombie. dans les traits et tout. Ouais, Franchement, dans les traits, ouais, il y a un petit truc. quand ouais, tu vois là un le petit truc nombre qui de fait penser zombies au et trait tout, de Charlie Adler, Tu sais, qui est le tr- dessinateur sur la suite. très gras un peu, tu vois, le trait un peu Ouais, ouais, gras non, mais des zombies, complètement. tu vois. Oui, non, on est d'accord. Je trouve qu'il y a un truc, c'est pas le truc qui m'a le plus sauté aux yeux. Moi, j'ai plus vu, en tout cas, toute la partie cinématographique. Evil Dead t'en parle. Bah, le personnage de Ash, qui est joué donc par Bruce Campbell, a à un moment donné une tronçonneuse à la place de sa main. Et il charcute du démon à la tronçonneuse. Donc, c'est complètement évident. Le côté hémoglobine, il y en a énormément dans Evil Dead. Tout à l'heure, quand je parlais de Peter Jackson, je pensais à sa période aussi film d'horreur, parce que avant de faire Seigneur des Anneaux, Peter Jackson, c'était aussi un réal qui faisait du film d'horreur. Et moi, la fameuse scène d'orgie et de pugilat où il découpe tout le monde, ça m'a fait penser à la scène complètement oufissime de Brain Dead, Brain de Dead, Peter Jackson, putain. où il finit par massacrer... Il y a des zombies aussi dans Brain Dead, et il finit par massacrer tous les zombies avec une tondeuse. Donc cette scène, Ouais. elle file limite la nausée. Franchement, la première fois que j'ai vu ce film-là, il m'a limite filmé la nausée parce qu'elle est dégueulasse. Ouais. Et ça a vraiment cette sensation-là dans le manga, c'est qu'il y a une sensation de dégueulasse où il découpe tout et ça vole de partout. Et dans Brain Dead, c'est pareil. Il y a de l'hémoglobine de partout dans tous les sens. C'est limite gerbant. Et c'est vrai, non, c'est vraiment, il y a vraiment un gros cinéma d'horreur qui est vraiment très très cool. Après, voilà, une petite ref rapide, c'est surtout quand il se fait découper, et je pense que je terminerai là-dessus, parce que je pense qu'une grosse partie de son background, ça reste plutôt les films d'horreur. Mais moi, ça m'a fait penser quand il se fait découper et qu'on le jette à la poubelle, ça me fait penser à la scène de Robocop 2, quand Robocop se fait découper en 1000 morceaux à la tronçonneuse, en plus, C'est pour vrai, le coup. ouais.
et J'avais qui pas finit pensé. et qui finit sur un bas côté de la route, lâché comme une pauvre daube là qu'on laisserait sur un bord de route et qu'on finit par comment dire par recoller et puis à reconstruire. Alors on peut aussi penser à Robocop 1 puisque Robocop 1 le personnage principal se fait aussi dessouder hein, et se fait une scène d'une violence complètement dingue. Alors là c'est au shotgun mais il se fait aussi dessouder Denji dans Chainsaw Man. Donc clairement, c'est vraiment des choses. Ouais, je pense qu'il aime beaucoup le cinéma d'action, le cinéma d'horreur de ces années-là, et on le ressent. Et c'est pour ça que moi j'ai accroché parce que je suis un gros consommateur de ce cinéma-là. Et je pourrais en parler des heures, mais on va s'arrêter là. Mais je pense que c'est ça aussi, c'est des questions de sensibilité à des univers de manière générale Ouais, qui te touchent plus ou moins, quoi. C'est vrai que moi, c'est l'horreur, c'est ça. pas du tout mon truc. Après, Chainsaw Man, j'en ai tellement entendu parler par des gens divers et variés que je me suis dit, ah bah quand même, ça vaut le coup d'aller voir. Mais c'est vrai que c'est pas un truc qui m'a complètement transcendé, quoi. Bah, c'est le concept d'un high concept. Hein. Oui, C'est qu'aujourd'hui, ça, comme on disait tout à l'heure, ça peut diviser. c'est ça. Moi, j'aime bien par moment lire un truc un peu no-brain où t'as pas besoin de Oui, réfléchir, tu poses ton cerveau à côté. Et clairement, Chainsaw Man, c'est ça. Hein. C'est du pur kiff, il se fait plaisir et puis il met tous les potards à 11 et puis allez, vas-y, je t'envoie ça. Et puis, mais encore une fois, comme on disait, c'est assez surprenant que ça se retrouve dans un shonen, oui, quoi. Parce ouais, tout à que fait, tu te ouais, dis, je suis d'accord. c'est S'il y a des petits garçons qui lisent complètement ça, fou. à 8 ans, c'est pas forcément le meilleur. Non, c'est pas super adapté. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter? Non. Eh ben non. Non, on a fait le tour de Chainsaw Man. Bon, globalement, ce qu'on peut résumer, c'est qu'il y a un avis assez mitigé quand même de tout le monde, mais ça vaut quand même le coup d'œil d'aller regarder, sinon on n'en parlerait pas aujourd'hui. Après, encore une fois, c'est libre à chacun d'y penser. En tout cas, on vous a donné notre lecture de Chainsaw Man par le biais du premier chapitre. Sego, on a pour habitude, je vais peut-être vous prendre un peu de cours, et je pense notamment à Val que je prends un peu de cours, qui a peut-être rien préparé. Ah si, il a, oui, il a. On a pour habitude de mettre en avant une petite roco, Mm. voilà, ça peut être une lecture, ça peut être quelque chose que tu as vu, qui est plus ou moins lié à l'univers de l'animation et du manga. Ça peut être un podcast, ça peut être, voilà, ça peut être plein de choses où tu peux nous faire part un petit peu de quelque chose qui t'a un peu marqué et pour être un peu plus dans une conclusion un peu plus à la cool. Vas-y, je te laisse la main. Eh ben écoute, moi je vais rester dans le thème du manga parce que ça date d'il y a quelques jours. J'ai découvert le manga qui s'appelle Spy X Family. Je sais pas si vous l'avez lu. Non. Non, on en avait parlé en reco aussi. Enfin, moi, je l'ai Mm. pas encore lu, mais ça m'intéressait aussi. Ouais. Eh ben écoute, moi j'ai adoré. J'ai lu le premier tome et je me suis mise dedans tout de suite à tel point que j'ai commandé direct les 4 tomes d'après dès le lendemain. Et vraiment, c'est une histoire qui est très sympa, qui est très bien dessinée. Les dessins sont très beaux. Donc rapidement, c'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Twilight, qui est un des plus grands espions de sa génération et qui du coup fait des missions pour sauver le gouvernement. Et la nouvelle mission qu'on lui confie, c'est de se rapprocher d'un mec dont les enfants vont dans une certaine école. Et donc pour ça, il doit faire semblant de se constituer une famille, donc avec un enfant qui ira dans le même établissement que ses enfants en question, et une femme, parce qu'il faut qu'il représente le couple parfait. Et du coup, il s'associe avec une petite fille qu'il adopte qui a des dons de télépathe, donc qui est Ok. assez hors du commun, et avec une nana qui au premier abord est hyper timide, complètement gourde mais très jolie, et qui est en fait dans sa vie parallèle une tueuse à gages complètement sanguinaire et sans cœur. Et c'est assez drôle de voir comment cette famille, du coup chacun va essayer de protéger un peu ses intérêts, ne pas dévoiler aux autres son secret. Donc à part la petite qui lit dans les pensées de tout le monde et qui est au courant de tout, les autres ne savent pas mutuellement qu'ils sont un espion et une tueuse à gages. Et du coup c'est très marrant, ça donne lieu à des scènes complètement improbables. C'est très bien dessiné, l'histoire est vachement bien rythmée, enfin vraiment j'ai adoré. Donc Ok. voilà, je vous recommande ce manga qui est très sympa. Bah oui, on en avait parlé parce qu'on abordait je sais plus dans quel sujet on était amené à en parler. Mais d'ailleurs, oui, non, ça me fait penser qu'on avait fait une petite erreur, une petite coquille. Alors c'est bien 5 épisodes plus tard. Moi, je parlais de mon kink pour les mangas d'arts martiaux et notamment que j'avais commencé la relecture de Kenichi et que je disais que cet auteur-là avait ressorti un manga et Val, tu m'avais dit à ce moment-là que c'était Spy X Family et c'était pas celui-là en fait. Moi, c'était Espion malgré tout, je crois le titre, Ah qui oui, est un autre manga où c'est une académie d'espions. Ils vont à l'école des espions pour devenir espions et voilà, c'était plutôt celui-là et que j'avais jeté un œil dessus rapide. Et Spy X Family, je connaissais pas du coup pour le coup et tu m'as en tout cas
bien hypé. Donc Non, je c'est vais vraiment y bien. jeter un œil, un de Et ces quatre, les hein. dessins sont vraiment très beaux. Et puis le rythme de l'histoire est très sympa. Tu t'ennuies pas, ça alterne entre la vie de chacun, leur vie de famille, et il se passe plein de rebondissements, et c'est très drôle, en plus d'être bien dessiné. Donc voilà, ma recommandation, c'est Spy X Family. Super. Val? Ouais. Alors moi j'ai deux, alors c'est pas des recommandations mais c'est des envies que j'ai trouvé là il y a quelques jours et qui me chauffent bien. Donc je vais commencer par Bucket List of the Dead. Ça a l'air bien. J'ai vu passer ça comment en fait c'est le scénariste, donc c'est un dessinateur et un scénariste. Le dessinateur c'est Takata Kotaro. Et le scénariste, c'est Asu Haro. Et ce scénariste-là, c'est notamment le scénariste de Alice in Borderland. C'est une série que moi j'ai vue sur Netflix. Alors là, on est à l'ère de Squid Game. Hein. Aïe, 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 Squid Game, aïe, aïe, aïe. Ça a fait trembler la planète. Mais avant Squid Game, il y avait quand même Alice in Borderland que je trouve un peu similaire. Et c'est tiré d'un manga de ce mec-là. Et bon, j'ai pas lu Alice in Borderland, mais la série m'avait plu. Et en sachant qu'il a fait une série sur des zombies, Bucket List of the Dead, je me suis dit, ah putain, ça peut être stylé. Et en gros, ça parle de quoi rapidement, c'est l'histoire d'un jeune qui taffe comme un idiot dans la société japonaise, quoi. Il est en burn-out total de son taf et tout. Et puis, boum, grosse épidémie zombie, grosse pandémie mondiale, tout le monde se transforme en zombie. Et pour lui, il se dit, putain, ça tue, c'est l'occasion pour moi de faire les trucs que j'ai toujours voulu faire. Et donc, il dresse une bucket list de 100 trucs à faire dans sa vie, quoi. Et il se sert du coup de cette épidémie pour accomplir ses vœux. Donc moi je trouve l'idée simple hein, mais efficace et ça m'intéresse. Donc je vais essayer de jeter un œil à ça. Apparemment c'est édité par Kana en grand format Big Kana. Donc je vais checker ça. Et mon autre reco ou envie, c'est Drifting Dragons. C'est un manga c'est le premier manga de Kuwabara-taku. C'est un nouveau truc, hein, je crois que c'est sorti en 2016 au Japon. Et alors on part totalement dans un autre univers où là on est dans un univers où il y a des dragons. Et on est dans une espèce de truc moitié Renaissance, même plus 19e siècle quoi. Et on suit l'histoire d'un mec qui travaille sur un dirigeable qui chasse des dragons. Et en fait dans ce monde-là, il y a des équipes de dragonniers, de dirigeables dragonniers qui chassent les dragons pour les bouffer. Et forcément, il y a des dragons un peu légendaires et tout, des trucs un peu ouf. Et ils risquent leur vie pour aller chasser ces trucs-là. Et apparemment, il y a tout un... C'est du steampunk ? Franchement, ça fait un peu steampunk, mais c'est pas aussi crado que du steampunk. Quoi, tu vois ce que je veux dire ? Oh, c'est pas crado le steampunk. Non, mais tu vois, j'ai pas l'impression sur les premiers extraits que j'ai vus, j'ai pas l'impression qu'il y ait tout ce délire très mécanique qu'on peut retrouver dans le steampunk. Il y a des armes à feu, il y a des dirigeables et tout ça. Les personnages sont un peu habillés comme des pompiers de l'ancien temps, quoi, tu vois. Mais écoute, moi ça m'intéresse. Il y a des pirates de l'air, voilà. Donc petite ref à One Piece, hein, on espère. Et c'est du seinen, hein, donc on va checker ça. Ça peut être grave cool. Chez Pika. Qui est Pika. Chez Pika. Ouais, okay. C'est chez Pika Édition. Il y a 14 tomes de parus, je crois, en France. Et ça a l'air plutôt cool. Okay. Donc voilà. Je connaissais pas du tout, ouais, ça a l'air assez cool. Ouais. Franchement, je vous invite à aller regarder les pitchs sur internet. Moi, ça m'a bien chauffé. Donc je l'ai ajouté à ma bucket list sur Manga Collect. Et je pense que je vais essayer de choper ça là. Autant tu vois Bucket List, je l'ai vu passer en librairie, ça aussi. m'a pas plus emballé que ça. Autant l'autre, j'en ai pas entendu parler, mais de vu ce que t'en dire, ça me chauffe un peu en tout cas. Ça me chauffe un peu. Mais Bucket List, ils avaient fait une super com, je me souviens, quand c'est sorti, avec un coffret presse qui était vachement sympa. Je me rappelle, j'avais vu
plusieurs vidéos, et justement avec la fameuse liste où toi-même tu pouvais cocher les trucs que tu avais déjà fait Ah, ou stylé. pas, etc. Elle y Ouais, est, c'était assez elle y sympa. est dans le premier tome, hein, pour info. Hein. Ah, Tu c'est l'as vrai. en fait chez ton libraire, ouais, en goodies, il te donne ça, il peut te donner la fameuse, le fameux bloc-notes Oui, voilà, c'est que ça. tu peux noter. Ouais. Ah, ça Bon, je sais tue. pas s'il en reste encore, mais en tout cas, ouais, tu l'as. Ouais. Ils ont fait une grosse com là-dessus. Et toi, Seb? Moi, ça serait une reco jeu vidéo, Ah. mais qui est un peu capillotractée pour essayer de coller au thème, sur le côté un peu what the fuck, un peu high concept, et je pose mon cerveau quand je joue à ça. J'ai terminé il y a déjà un petit moment, mais je me dis que c'est l'occasion d'en parler ici. Et je l'ai platiné aussi, c'est rare parce que ça m'arrive plus, j'ai plus le temps de faire ça. Maniteur, qui est un jeu qui est disponible à peu près sur toutes les plateformes. Il est sur Xbox, PlayStation et Switch. Je crois qu'il est encore dans le Game Pass. Donc si vous avez un Game Pass, vous pouvez le faire sans payer plus que vous payez déjà votre Game Pass. Et en fait, on joue le rôle d'un requin. D'un requin qui dont sa mère s'est fait étriper et tuer par des chasseurs de requins. Et lui, il est carrément sorti des entrailles de sa mère et il est jeté à la mer. Et on démarre en fait dans le bayou de Louisiane en fait, où on commence petit et puis il va évoluer au fur et à mesure des missions. Et pour le comparer, en fait, ça ressemble un peu dans la construction pas Assassin's Creed, mais en fait on a plein de petites missions avec des points d'intérêt sur la carte en fait. C'est plus, alors je te vois, c'est pas très radiophonique, mais je vois Valentin faire des gros yeux. C'est plutôt sur le côté quête, où tu as des multitudes de quêtes à faire pour faire évoluer ton personnage dans l'histoire et compagnie. C'est pas du Assassin's Creed, attention. Mais en fait on joue un requin, et le but du requin c'est d'aller venger la mort de sa mère en essayant d'aller choper celui qui a fait ça. Et c'est vraiment, vraiment très cool, c'est hyper défoulant, le requin est assez facile à prendre en compte, et on rencontre des animaux qui vont venir un peu nous titiller. Il y a du crocodile, il y a du cachalot, il y a d'autres requins, et c'est hyper fun. Et puis il y a un côté un peu en moitié SF, parce que le requin, on va pouvoir vraiment le customiser, et on va pouvoir lui rajouter des dents électriques, c'est complètement what the fuck, mais c'est super drôle, c'est vraiment hyper plaisant. Graphiquement, c'est pas non plus le jeu de l'année, hein. Attention, hein, ça reste très correct graphiquement, mais c'est super fun. Moi, j'ai pris un énorme plaisir à le faire, et c'est un jeu qui se déroule tout seul, quoi. Vraiment. On a envie de faire toutes les quêtes secondaires, les quêtes annexes, parce qu'on a envie que le requin. Et pourtant, je suis pas un client, hein, pour ça. Hein. J'ai tendance à faire les jeux en ligne droite et un peu m'en foutre de toute la partie trophée ou succès. Et ce jeu-là, j'y suis allé jusqu'au bout parce qu'il est assez simple aussi à platiner et vraiment très très cool. Si vous l'avez pas fait, Maniteur, c'est vraiment une très très bonne surprise. Surtout qu'il y a possibilité, alors je l'ai pas fait, de prolonger un peu le plaisir, puisqu'il y a le DLC qui est sorti il y a un mois ou deux, je crois, de mémoire, au moment où on enregistre. Donc vraiment très très cool, vraiment un super jeu. Ok, écoute, merci. Top. Voilà. Tu vas faire un petit peu ton autre promo. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Comme c'est apparemment un peu commun de faire quand on a un invité. Je crois qu'on ne l'a jamais réellement fait, même avec Vidoc qui était venu. On lui a pas demandé où est-ce qu'on peut le retrouver, je crois pas. Mais dis-nous, où est-ce qu'on peut te retrouver, réseau, etc. Alors un peu partout, sur Twitter, sur Instagram. Au niveau du podcast, il est dispo à peu près sur toutes les plateformes. Donc Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Et sur Encore qui est mon hébergeur. Et sur les réseaux Twitter et Insta, je vais être sous le nom de podcast Ohio, donc Ohio, O-H-A-Y-O. Voilà. Et tu peux nous rappeler rapidement le concept de ton truc, parce que je crois que tu ne l'as pas fait en début d'émission. Alors moi, c'est vraiment les mangas de manière générale, et c'est dans des formats qui sont assez courts. J'ai, on va dire, 3 grands types d'épisodes. Donc on va avoir les épisodes, on va dire, assez classiques, où là je vais revenir en général sur une œuvre en particulier, soit autour d'une problématique, soit tout simplement c'est une appréciation personnelle. Je vais avoir des épisodes où je vais faire des focus sur un personnage en particulier. Donc là j'en ai déjà un qui est sorti, c'était sur le personnage de L de Death Note, et le prochain qui sort c'est sur Vegeta. Et, il sera déjà sorti. Oui, pardon, qui est déjà sorti. Attention. Excuse-moi, pardon. Ah. Vegeta, des épisodes nouveautés où justement je vais aborder des thèmes, des nouvelles œuvres que j'ai découvertes. Et à venir, les épisodes interview, où là le but, ça sera d'interviewer des personnes qui ont un rapport avec le monde du manga.
Donc que ce soit des youtubeurs, des artistes, des musiciens, des dessinateurs, donc voilà, des gens en général que je vais suivre sur les réseaux. Et donc il y a déjà pas mal de gens qui ont répondu présent pour l'idée, donc je suis très contente. Et j'ai hâte de commencer à faire ça parce que je pense que ça va être vraiment sympa. Voilà. C'est très cool. Tu peux rappeler ton rythme de parution? C'est une fois tous les... C'est une fois tous les vendredis, une fois par semaine. Tous les vendredis, voilà, c'est le rendez-vous, faut le noter, c'est tous les vendredis que ça sort sur toutes vos applications préférées. Est-ce que tu peux nous teaser éventuellement sur un interview ou une personne? Est-ce que ça sort, t'en as peut-être déjà fait un? Eh ben écoute, il y a une personne que je suis très contente d'interviewer, c'est un pianiste, à la base un pianiste de musique classique, qui en fait est un passionné de manga, donc j'étais allée à un de ses concerts avec ma meilleure amie, et il a repris en fait toutes les musiques d'opening d'animé et il les fait au piano. Donc il a tout refait lui-même et souvent, alors sur les épisodes que j'ai fait, c'est justement ces morceaux de... notamment l'épisode sur Elle par exemple, c'est son morceau de piano derrière. Énorme. Celui sur One Piece aussi, celui sur Naruto aussi, enfin vraiment, et c'est un mec qui est très sympa. J'avais échangé avec lui il s'appelle Eric Hart. Et si vous avez l'occasion, parce qu'il passe dans toutes les villes de France, donc si vous avez l'occasion d'aller le voir, franchement allez-y parce que c'est génial. Ça dure 1 heure son concert. Et ça vous transporte. Alors, il joue extrêmement bien, il n'a pas de partition, enfin vraiment. Et c'est des concerts à la bougie en plus, des fausses bougies du coup. Et c'est vraiment quelqu'un de très sympa. Et c'est un génie du piano. Donc, je sais pas s'il n'est pas passé par chez moi il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Ah, peut-être, ouais, si. J'ai vu un concert à la bougie pour des openings d'animés c'était lui, à Toulouse. Donc, oui, c'est sûrement. Parce que là, il a fait un tour de France ces dernières semaines. Ah, bah c'était lui alors. J'ai failli y aller, putain, merde. T'aurais dû parce que... Et allez voir son site internet parce qu'il met ses dates. Et vraiment, moi, j'ai passé un moment exceptionnel. Donc, écoute, très cool. Je découvre et j'irai jeter un œil. Ça m'intrigue parce que autant je suis pas un gros consommateur d'animé, mais je trouve que tout le boulot qui est fait au niveau des openings, des OST, enfin tout ça, je trouve qu'il y a un énorme boulot qui est fait et des fois je trouve que c'est même des fois appréciable d'écouter l'OST dans les oreilles et si en plus un mec le fait au piano, ça peut être très très cool. Parce que le piano, vraiment. Ça a toujours une sonorité vraiment très sympa, je trouve. Et surtout, il joue vraiment très très bien. C'est pas le petit piano où il te refait le thème de façon à l'arrache, quoi. C'est vraiment, il fait des morceaux hyper... exceptionnel, notamment par exemple le générique l'opening de Tokyo Ghoul qui est hyper difficile. C'est un morceau très 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 intense, mais il te fait ça, il te transporte le mec. Vraiment, c'est donc allez tous écouter et allez tous au concert d'Eric Hart parce que vraiment ça vaut le coup. Voilà. Carrément. Je pense que là tu nous as bien saucé. Je suis ravie, c'était le but. Et je pense qu'il nous écoutera sûrement puisqu'il écoute le podcast, donc voilà, si vous avez l'occasion. Bonjour à lui s'il nous écoute et qu'il n'hésite pas à nous laisser un petit commentaire à l'occasion. C'est avec grand plaisir. Et puis, mais je pense qu'on mettra... on essaiera de mettre... on le fait pas, mais on va essayer de le faire. Là, je pense qu'on va essayer d'être un peu plus carré là-dessus, de mettre des liens dans la description du podcast. Donc, on mettra le lien de ton podcast et on mettra aussi le lien vers son site internet. Ça serait bien qu'on essaie un petit peu d'être un peu plus carré là-dessus. Voilà, si vous faites attention sur mes épisodes, quand c'est lui qui a fait le fond musical, c'est notifié en général et j'ai mis normalement le lien vers son site, donc n'hésitez pas. Ouais. Vraiment, on le reprendra avec grand plaisir en tout cas. Sego, merci d'être venu. Merci d'avoir échangé avec nous sur Chainsaw Man. C'était très cool, franchement. Plaisir. C'était un plaisir pour moi aussi. Merci de m'avoir invité, c'était vraiment sympa. C'était cool. Ça permet aussi de changer un petit peu de ton et ça fait toujours plaisir. On aime bien avec Val faire des petits feats sur nos épisodes, surtout sur ce type d'épisode-là. Ça fait des épisodes un peu plus longs parce qu'on n'est plus 2, on est 3 à parler. Donc forcément, on augmente un peu le temps d'écoute et le temps de montage. Laisse pas Val. C'est toujours... Voilà, celui-là, il est pour toi, Val. Il est pour toi. Régalade. Et puis voilà. Mais écoutez, pour les auditeurs, en tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à partager, à en parler autour de vous si cet épisode et si le podcast vous plaît. Il y a comme ça que ça fonctionne. Le bouche à oreille, c'est le meilleur... c'est la meilleure arme pour parler de nous parce qu'on n'est pas des grands communicants sur les réseaux, vous avez dû le voir, on essaye de s'y mettre, mais voilà, il y a encore des éléments à progresser là-dessus. On est les petits jeunes encore dans le monde du podcast. Écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne journée, de bonnes lectures, et puis on se dit à très bientôt dans un futur épisode de Y a-t-il un pilote dans le manga ? Salut tout le monde ! Salut ! Salut !